Bonsoir les amis du Baobab, j'espère que vous allez bien. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre pour ce live sous le Baobab qui se veut être encore un live qui sera, j'espère, exceptionnel tant dans l'échange que dans la qualité des débats. Ce soir les amis, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, qui est la situation des Noirs en Tunisie. Vous avez pu le voir récemment, les amis, des images ont fuité, que les personnes noires étaient souvent maltraitées en Tunisie. Et parmi nous, en fait, parmi les personnes, parmi la diaspora, on a eu le sentiment que, en dehors des réseaux sociaux, en dehors de toutes les contestations, de tous les coups de gueule, ben, que les personnes n'étaient pas très mobilisées. On a le sentiment que dès lors que, en fait, il y a des drames qui se jouent en France, dans les banlieues, ou par-ci par-là, que la diaspora noire se sent directement concernée, même sur des sujets qui parfois proviennent des États-Unis, pour rappel le Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd, mais dès lors qu'il s'agit du continent africain, des Africains noirs, précisément je précise exprès, il n'y a plus personne. Les Noirs de France ne se sentent plus concernés. En tout cas, il y a une certaine forme de désintérêt qui se met en place. Et à notre grand désespoir. Parce que quand on écoute certaines personnes, notamment au sein de la communauté noire, retour à la terre-mère, l'Afrique c'est bien, nous sommes tous africains. Regardez par mon t-shirt, même je vous le prouve, je vous le montre. Mais dès lors qu'il s'agit d'être en action, dès lors qu'il s'agit d'être tout de suite beaucoup plus revendicatif, la banlieue nous concerne beaucoup tous et nous sommes beaucoup moins impactés par les réalités africaines. Et ce soir, il était important pour nous de pouvoir évoquer ce thème et avec une femme politique pour qui j'ai beaucoup d'affection, qu'on affectionne tous sur les réseaux, qui est Nastéo. Nastéo Aden, qui sera là parmi nous, qui est à l'initiative d'un rassemblement qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, c'était jeudi dernier, ou mercredi sur Paris en tout cas, et qui avait pour but de mobiliser les personnes africains ou non africains, tunisiens ou non tunisiens, pas forcément d'Afrique subsaharienne, mais montrer qu'il y a, qu'il y a un ras-le-bol, qu'il y a une sensibilité face à la situation des migrants en Tunisie. Et donc voilà le sujet de notre live ce soir les amis. Je précise, je le rappelle que ce live est un live podcast qui sera enregistré et diffusé sur notre chaîne YouTube et aussi partout sur nos plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas en fait à le partager et à commenter ce live. Dans l'intervalle, avant de pouvoir faire venir Nastéo, j'aimerais avoir votre avis les amis. Mettez-moi un oui ou un non pour montrer que vous êtes bel et bien présent. Est-ce que vous, honnêtement, sincèrement, vous sentez concerné par le drame que subissent les migrants en Afrique? Dites-moi un oui, un non avant de faire monter Nastéo. Moi, j'épingle le sujet. Nastéo, le sujet est très important. Je vais en tout rentrer dans le vif du sujet de Nastéo parce que je sais que le temps passe et que souvent, et il bavarde et moi aussi, donc on risque de bavarder pendant des heures. Et on risque de parler pendant des heures, donc on va tout rentrer dans le vif du sujet. Nastéo, avant tout ça, avant tout, je sais que tu es quand même connu, tu as roulé ta bosse sur les réseaux et en dehors aussi, surtout en tout cas, tu étais connu aussi beaucoup plus en dehors que par les réseaux. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux Bien brièvement te sûr, présenter si tu veux bien, s'il te plaît? bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous plutôt. Je m'appelle Nastéo Aden, moi je suis conseillère municipale et territoriale dans ma ville. Je suis par ailleurs consultante et responsable cybersécurité dans la vie professionnelle, parce que mon engagement politique n'est pas mon métier, c'est vraiment mon engagement. Et donc je suis militante antiraciste, militante afroféministe et afro-militante. Euh, Et ce soir, je suis parmi vous pour parler d'un sujet qui est éminemment important parce que, en fait, on s'identifie beaucoup au continent, on s'identifie beaucoup aux terres du continent, en oubliant souvent que ces terres engendrent des enfants. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ça parce que c'est hyper important, quoi. Et je te remercie pour ton invitation. Merci à toi, Nasser, d'avoir répondu présent très rapidement. Et alors, tu as dit différentes choses qui, moi, c'est vrai qu'on a eu l'occasion. On va faire semblant. On va faire semblant qu'on ne se connaît pas en dehors d'Astéo. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été assez surpris de savoir que, en fait, le militantisme n'est pas ton métier, en tout cas ton travail politique. En dehors de ça, tu as un vrai travail. Alors, moi, la question que je te pose, je sais que tu es aussi maman, tu es femme 2 et maman 2. Comment tu fais en fait? Est-ce que toi aussi, comme Mélenchon, tu t'es des doubles, tu as des hologrammes par-ci par-là? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, je suis quelqu'un de profondément croyante et en fait, je me dis que ce monde dans lequel on élève nos enfants, je peux pas les élever que chez moi parce que 8 heures dans la journée, ils sont en dehors
en dehors, dans ce monde, dans cette société. Et je me dis, bah écoute, voilà, on prend le temps, tout comme on les élève, bah, on essaye aussi de leur montrer ce qu'on ne dit pas, parce qu'en fait, ils apprennent plus de ce qu'on ne dit pas que de ce qu'on dit. Et donc, voilà, j'avais une envie de transmission. Alors, j'entends le son, c'est de mon Le son, côté. ouais, dites-moi, bah, j'ai enlevé, c'est vrai qu'il y avait. Est-ce que vous m'entendez mieux? Moi, je t'entends toujours aussi bien. Ah, c'est de ton côté, De ouais. mon côté, est-ce que vous m'entendez mieux, les amis? Dites-moi ce que le son est bon. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Super, ok, tant mieux. Excusez-moi. Merci. Et donc oui, je suis ingénieure de formation. Ça fait maintenant 13 ans que j'évolue dans le métier de la cybersécurité, dans lequel je suis responsable aujourd'hui, donc ce qu'on appelle RSSI, un responsable cybersécurité. Ok. Et j'ai fait de mon engagement, du coup, mon militantisme, en fait, une chose supplémentaire, parce qu'en devenant maman, du coup, on se dit dans quel monde on va élever nos enfants. Et puis, il y avait un moment où je ne peux pas me taire sur certaines choses, enfin, c'est plus fort que moi. Et donc, forcément, on trouve le temps parce que c'est quelque part, c'est Dieu, quoi, nous accompagne dans notre journée. Je suis profondément croyante et je sais que on nous donne que ce qu'on peut porter, donc je tente. Voilà. Et donc, je fais aussi un point d'honneur à ce que ça ne soit pas mon métier parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travers qui viennent lorsqu'on met tous les œufs dans le même panier, à un moment où on se demande est-ce qu'on défend notre cause ou est-ce qu'on défend notre poche. Totalement. Et donc, pour vraiment dissocier ça et garder une forme d'intégrité sur mes combats, donc ce n'est pas mes combats qui me nourrissent, c'est plutôt, voilà, je me sers de ma vision et de mes combats pour une transmission. Super. En tout cas, comment dire, c'est rempli d'optimisme dans ce parcours. Et je vois aussi que la question qui t'est posée, surtout tu es tunisienne. Est-ce que tu peux rappeler aux personnes de quoi tu es, enfin, de quel pays tu es originaire, pardon, Alors moi, Nastia? je suis originaire de Djibouti, donc de l'Afrique de l'Est. Et donc non, je ne suis pas tunisienne et je ne suis pas ni marocaine ni tunisienne. Mais pour autant, je suis du continent africain et un drame reste un drame. Et peut-être je vais dérouler, si tu me permets, un peu la chronologie et ce qui nous amène tous les deux aujourd'hui. Donc très vite interpellée dès le début d'année par le tournant que prenait la Tunisie dès février par le président. Je n'ai pas pu tout de suite dès février, voilà, ça reste des propos racistes par un président comme on en a Zemmour et sur BFM tous les 4 matins. Bien sûr, on dénonce, mais voilà, ça reste un État souverain. Ce qu'il dit, c'est voilà, ça concerne un État. On ne va pas venir en donneur de leçons depuis la France sur quoi que ce soit. Par contre, on va analyser, donc forcément prendre les mois d'analyse, etc. Mais là où ça a été un tournant, là où ça a été un drame, c'est que ça a alimenté cette musique finalement négrophobe qui existait déjà. Et ça l'a légitimée au point où les forces de l'ordre finalement déplacent les populations comme une condamnation à mort en fait. Et donc, dès le début du mois, en fait, dès le début juillet, donc avec Awisha, nous avons écrit une tribune sur Mediapart dans lequel nous avons... Pardon, excuse-moi, Nastia, je sais que c'est parfois un peu désagréable. De temps en Non, temps, sans problème. je te poserai des questions pour que les personnes puissent comprendre. Ouais. Peut-être que certains parmi nous ne connaissent pas Awisha. Tu veux rappeler qui est Yes. Awisha? Bien vu. Donc, Awisha Traoré est éditrice de livres engagés pour les enfants. C'est que des éditions enfants pour justement apporter une nouvelle narrative, une nouvelle représentation. Et donc, elle travaille sur tous ces sujets du quotidien pour les enfants. Donc, vraiment, donc elle est éditrice. Elle a aussi une association qu'elle a co-créée, qui est Aude à la littérature, où elle fait la promotion d'un club de lecture pour enfants, des prises de parole. Donc, quelqu'un qui est très engagé sur les questions de représentation et de lutte antiraciste. Et donc, on s'appelle un soir et on se dit, écoute, c'est pas possible, regarde ce qui est en train de se passer, sachant qu'elle aussi, elle a sa propre histoire, parce qu'elle est originaire d'Afrique du Nord. Et donc, tout de suite, eh bien, on se dit, on peut pas rester silencieux. Enfin, moi, juste faire un post pour dire je condamne, enfin, qui suis-je pour que, je suis pas Kylian Mbappé qui va faire un tweet sur Twitter. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, on en reviendra sur ça après. Mais on se dit, mais qui on est, quoi. Enfin, et en fait, c'est là où je dis à Awisha, je dis, écoute, franchement, Awisha, moi, ma conviction dans la vie, c'est que d'un rien, on peut soulever des tsunamis. Et donc, tout de suite, Awisha, elle me dit, écoute, on va faire une tribune. Et donc, initialement, l'idée, voilà, elle l'a soulevée comme ça. Je dis, écoute, viens, on va au bout de l'idée. On fait une première tribune à destination des présidents de la CEDEAO, au début.
pour les interpeller en leur disant bah, vous avez fait un premier rapatriement dès février, à peu près entre février et mars, et ben là, il est temps d'aller chercher des gens dans le désert, quoi, littéralement en fait. Et donc, la première tribune qu'on publie, qu'on fait sur le blog Mediapart, donc qui est à peu près à 500 signatures au début sur le mois, voilà, sur le mois de juillet. Et le courrier part, etc. Mais bah, ça sert à rien, quoi. C'est une épée dans la mer, quoi, le truc. Juste, Ouais. Nastéo, dis-moi, les 500 signatures, est-ce que toi, tu savais de qui elles provenaient, ces 500 Alors, signatures? les 200 premières, c'était nos réseaux. Donc, on avait du Mokobé qui a signé, on avait des Stummy Bugsy dans les artistes, on avait des journalistes qui ont signé, on avait des élus, des députés qui ont signé, on avait des écrivains qui ont signé, etc. Enfin, voilà, les 200 premiers. Ensuite, sur la base des 200 premiers, on l'a ouverte. Et ensuite, c'est comme ça que, bah, du coup, on a pu largement aller chercher sur les différentes catégories les citoyens engagés, les artistes, les politiques, les journalistes. Je ne sais pas si j'en oublie des catégories, mais voilà, on est parti vraiment voilà, aller chercher au maximum pour qu'on ait un courrier qui ait du sens et qui ait du poids. Dans un premier temps. Et encore à ce moment-là, au moment où on travaille sur la tribune, du coup, l'écosystème est très silencieux encore. Vraiment très, très silencieux, parce que là, en ce moment, il murmure. Mais quand on était sur la tribune et qu'on appelait à signature, qu'on a fait notre vidéo, c'était encore très silencieux. Il y avait eu très peu de condamnations. Ou du moins, très peu de condamnations visibles. Alors oui, alors pourquoi c'était aussi silencieux à ce moment-là? Parce que c'était quand même un des moments charnières comment dire, des faits qui commençaient tout doucement à naître et après les discours racistes du président, il y a eu des cas isolés comme ça qu'on peut voir sur Internet, mais malgré ça, il n'y a pas eu un grand vent près de la presse, on va dire la presse mainstream, même après de la presse beaucoup plus ciblée afro, il n'y a pas eu grand bruit. Comment t'expliques ça? Alors, moi, modestement, en fait, comment j'analyse les choses aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un état de notre humanité où finalement, voir des gens mourir sur la Méditerranée, ou la question même de l'humanité d'un migrant, en fait, on nous a créé de tels biais qu'on a déshumanisé, même dans notre inconscient, l'état du migrant, en fait. Une personne en mouvement, pour nous, bah, elle est en mouvement, bah, elle est tombée, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, bah, c'est ballot, fallait pas monter dans le bateau sur la Méditerranée. Tu vois, c'est limite, on en est arrivé là. Donc, c'était un drame supplémentaire qui, malheureusement, se rajoutait au drame qu'il y avait eu déjà fin juin dans la Méditerranée, un autre drame, etc. Mais là où l'analyse, elle doit être vraiment intéressante et importante pour nous, parce qu'elle doit aussi nous renvoyer à quelque chose, c'est de se dire comment nous-mêmes, nous, issus aussi des mouvements, issus de populations qui ont bougé, etc., comment nous-mêmes, nous avons intégré cette déshumanisation. C'est la question, Nastéo, que j'avais été posée même, parce que la plupart, en tout cas, la majorité des enfants nés en France, issus d'immigration, leurs parents ont immigré. Comment ça se fait qu'il y a ce sentiment de rester insensible à ça? Est-ce que l'histoire avec les parents, c'est l'immigration de la honte? Ou en gros, ben, on ne dit pas qu'on est venu par là, on le tait, ou peut-être par ce chemin-là? Ou enfin, comment tu expliques ça sociologiquement? Moi, ça m'intéresse. Alors, moi, je ne suis pas sociologue, par contre, je vais te donner mon analyse sur le terrain, les discussions, etc. En fait, on a réduit l'Afrique à un territoire. On a fait aimer des jeunes, des moins jeunes, nos générations, les générations plus âgées. On leur a fait aimer comme un territoire où ils vont 2 semaines, 3 semaines en vacances. Donc, tu vois, c'est les terres. On aime les terres. Mais en réalité, on s'est jamais identifié réellement aux personnes qui étaient sur ces terres. Exactement. Au point où, par exemple, moi, je vais te donner un fait qui moi, m'a alerté parce que je me remets beaucoup en question, je réfléchis beaucoup, j'absorbe beaucoup les journées que je passe. Et par exemple, je travaille avec les jeunes mineurs isolés, des migrants, donc il y en a 540 aujourd'hui. Et sur les 540, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est Sénégal, Mali, Mauritanie, Tchad, Sud-Soudan, Érythrée, Éthiopie, Somalie. Vraiment ce bassin-là, vraiment ce cercle-là. Il y a un petit peu du Congo, un petit peu de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, c'est ce bassin-là. Il y a un petit peu aussi de la Guinée, tu vois. Mais vraiment, il faut imaginer ce bassin-là. Et du coup, je discute avec un jeune et tout. Et c'est là où on a eu un choc des réalités, en fait. Et le jeune me dit,
bah, moi, je lui ai dit, t'as pas de repère. Enfin, le village dont tu viens, il y a forcément quelqu'un en France ou à Paris ou dans nos beaux lieux du village auquel tu viens. Voilà, il y a bien quelqu'un auquel tu peux t'identifier. Tu ne peux pas juste être dans la rue, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. Ce qu'il faut savoir sur les jeunes mineurs isolés, il n'y a aucun, mais aucun à la rue d'Afrique du Nord. Ils ont tous des repères, ils ont tous un endroit où aller manger le soir. Donc, attends, Ernesto, c'est très important ce que tu dis. Est-ce que les amis, je ne sais pas si vous comprenez les propos comment dire, la teneur des propos de Nastéo, c'est que elle qui est sur le terrain, elle constate que dans les migrants sans abri, il y a plus de personnes d'Afrique Bien subsaharienne que d'Afrique du Nord. que ça, Et pratiquement. quand, Après, le reste, c'est Afghanistan, c'est Syrie, exactement. Et, voilà. Mais moi, on va se focaliser sur le continent. Et donc, ce jeune me dit, Nastéo, ouais, je vais mettre ma sauce aussi. pardon, je parle trop, vas-y. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de ce que dit Nastéo? Et moi, en fait, quand tu me dis ça, Nastéo, toi qui es sur le terrain, et je crois en plus en tes propos parce que je sais que tu es quelqu'un de vrai, c'est que moi, ce qui m'interpelle, comment dire, c'est la solidarité africaine. On a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi on me disait chez moi, je ne sais pas si chez vous les amis, que les Noirs, on est solidaires entre nous. En Afrique, quelqu'un qui ne mangeait pas, on venait à manger. Et nanana. Sauf que là, dans la réalité de la France, bon, on se rend compte que beaucoup de migrants dorment dans la rue dans les conditions les plus compliquées qu'on voit. En tout cas, il suffit de passer à bord de la Villette et passer par là, de les voir dans les grands lieux parisiens. Et moi, c'est ça que ça questionne en moi. Qu'est-ce que ça renvoie à toi, Nesto, dans ton parcours Alors, il faut faire. en Alors, Afrique? je vais aller au bout de mon exemple déjà, puis l'analyse que moi j'en ai fait. Et il faut faire preuve aussi de beaucoup de bienveillance. Et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Dis-moi. Donc, le jeune, je lui dis, bah, du village dont tu viens, il n'y a pas quelqu'un que tu connais, etc. Machin. Il me dit, si, j'ai une tante ici en France que j'ai contactée. Et du coup, je lui dis, bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la tante, etc. Donc, du coup, il me dit, bah, il a appelé, la tante lui dit, écoute, là, c'est pas comme au village. Ici, j'ai pas de villa, j'ai pas de maison, je peux pas assez t'accueillir. Et je peux pas te gérer toi et mes enfants. Mmh. Mais en fait, c'est cette phrase qui m'a interpellée, tu vois. Je me suis dit, incroyable. Donc, la tante, elle lui parle d'une villa au bled. Elle n'a pas la même chose ici et elle ne peut pas t'accueillir, tu vois. Et je me dis, mais en fait, c'est là où on a une confrontation des réalités. C'est que, en fait, lorsque nous, diaspora, nous avons cette vision de l'afro-optimisme, de l'afro-business, de ce territoire-là, on est encore cantonné à des terres. Et en fait, on renvoie tellement de choses parce qu'aujourd'hui, bah, tous les contenus que tu regardes, toutes les réflexions qui sont faites, en fait, en réalité, les réflexions pour construire le pays, mais réellement dans sa profondeur, en fait, c'est des épiphénomènes, en fait. Exactement. Et en réalité, on arrive un peu comme arriverait, en fait, le blanc qui vient sauver l'Afrique. On arrive nous-mêmes de la même manière. En fait, on a assimilé ces biais cognitifs au point où tu te dis que tu as une tante qui a une villa au village, mais qui en réalité ici est assez précaire et ne peut pas subvenir à l'enfant. Non pas qu'elle veut pas, mais c'est cette forme de précarité-là. Totalement. Et donc cet enfant qui traverse, donc qui a passé la Méditerranée, qui s'est fait taper en Libye, qui a failli mourir, qui traverse l'Italie, qui remonte, qui vient jusque Paris dans une école du 16e où il est abandonné, a cet espoir que bah, forcément cette tante, si elle a ça au village, bah, c'est l'Eldorado en France, tu vois, c'est la fête au village. Alors que ça, cette réalité-là, on en parlait déjà. Enfin, nous, on a 34 ans. En réalité, quand on écoutait les grands frères et les grandes sœurs débattre et qu'on avait 12-13 ans, on disait, bah non, arrêtez de vendre la France comme si c'était un Eldorado quand vous allez au pays. Ça, c'était nous-mêmes, c'était il y a 20 ans, tu vois. Et juste Nastia, je peux préciser aussi, parce que tu le dis pas, tu as un parcours aussi, tu es venu en France à quel âge? Et ton parcours politique, je sais que tu as une qualité, les amis, Nastéo est une femme très humble, elle ne dit pas tout, donc il faut lui soutirer les verres du nez par moment. Yes. Alors Nastéo, ce que je peux préciser? Alors moi, je suis un pur produit du pays. Merci. Je suis née à Djibouti, j'ai grandi à Djibouti et je suis venue en France, j'avais 18 ans en 2007. Donc c'est hier. Tout Sarkozy. Voilà, tout Sarkozy. Et donc, forcément, tout de suite, tu as un peu ces réalités-là. Tu vois, moi, je m'inspire, je suis une amoureuse de l'Afrique, je suis voilà, une amoureuse de l'Afrique de l'Est, je vais bien préciser. Le temps que, voilà, faut humblement apprendre à connaître le continent, hein, quand même, il est vaste. Mais voilà, et ces réalités-là, moi, j'ai été confrontée tout de suite. Tu vois, j'ai été confrontée, je connais comment la diaspora
évoluent en Afrique. Aussi, je viens aussi d'une famille, du coup, j'étais pas dans un quartier, j'étais pas précarisée au pays aussi, tu vois. Donc, je viens d'une certaine famille, donc forcément, j'avais les deux visions, je côtoyais les deux mondes. Et donc, quand tu es face à ce constat-là, tu te dis, OK, non pas là où nous, on a fauté, mais en fait, c'est se dire à quel moment on dit stop, tu vois. À quel moment on dit que, en fait, les personnes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée, les personnes qui sont dans la rue à Paris, ou les personnes qui sont en train d'être maltraitées en Afrique du Nord en ce moment, c'est des gens que je peux connaître, en fait. C'est des gens du village. C'est des gens dont leur nom de famille me parle. C'est des gens dont, ça se trouve, c'est mon cousin. Ça se trouve, c'est un tel. Donc, tu vois, c'est de se dire à quel moment on réhumanise ou à quel moment on nous a enfermés dans un tel biais où nous-mêmes, on est en France l'étranger de l'autre, parce qu'en réalité, tout ce qui se passe à la télé, c'est nous, on est les étrangers de Zemmour, en réalité. Et de se dire que si on cautionne ce qui se passe aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes les étrangers d'ici, en fait, tu veux qu'on te déporte aussi quelque part, parce que demain, on n'est pas à l'abri qu'on nous dise quand c'était en Tunisie ou quand c'était X ou Y, vous étiez bien content parce que la précarité, le manque d'emploi, le migrant qui vient voler ton travail, le migrant qui, comme disait Zemmour pendant la campagne présidentielle, 70% des violences qui sont faites dans les métros, c'est les étrangers. Donc forcément, comme nous sommes les mots de tout ça, écoute, quand la Tunisie est en train de nettoyer, vous étiez bien content, c'était le bon programme politique. Mettons ce bon programme politique en France aussi. Et demain, on va répondre quoi à ça? On sera incapable de répondre parce qu'on aura cautionné déjà le mal une fois. Je suis totalement d'accord avec toi sur cette vision de l'immigration et des parallèles que tu fais, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais aussi revenir, Nastéo, sur un peu le dénouement, le pourquoi on est là ce soir. C'est aussi sur ce rassemblement. Vous avez fait un rassemblement avec un gars, en tout cas. Yes. Et au passage, je vais laisser une petite peau de banane, les amis. Ce sont quand même deux femmes d'origine africaine qui ont réalisé quelque chose. Je dis ça et je rendrai après pourquoi, parce que je ne dis pas plus. En tout cas, vous avez organisé ce rassemblement-là, vous êtes motivé pour le faire. Et dis-moi, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ce rassemblement. Alors déjà, pour être très honnête, quand on organise une mobilisation, qu'on essaye de rassembler des gens, rassembler, mobiliser, c'est une épreuve d'humilité. C'est hyper important parce que personne n'est prophète. Les gens. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Nastéo? Pardon. Yes. Répéter. Rassembler, c'est une histoire de. C'est une étape d'humilité. C'est vraiment une épreuve. C'est même pas une étape, c'est une épreuve d'humilité. Parce que pour moi, je considère que personne n'est prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève et les foules ils disent Amen. Ça marche pas comme ça. Et puis, combien même, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon choix politique, je l'ai fait aussi dans ma foi. Chaque jour, je demande à Dieu à ce que mon parcours politique me rapproche de lui et pas m'en éloigne. Et donc, forcément, quand tu rassembles, c'est une épreuve d'humilité, tu te dis, écoute, même s'il y a 5 personnes qui entendent ce que tu dis, c'est 5 personnes que tu pourras toucher, qui pourront toucher d'autres, etc. Donc, forcément, je me dis, c'est parti, tu vois. Nous, à Vicha, on s'est reboosté, on a dit, écoute, dans tous les cas, on ne peut pas rentrer chez nous en s'étant tu. Et on s'est dit, si on est assez nombreux, on aura un rapport de force assez puissant pour aller s'asseoir à la table de l'Union européenne et leur dire au bout d'un moment, arrêtez de vous foutre de notre gueule, tu vois. Ou si aujourd'hui, nous n'avons pas un rapport de force assez puissant, c'est pas grave parce qu'on va le transformer avec des courriers beaucoup plus puissants. On va transformer sur un autre type de mobilisation. Par exemple, diffuser l'adresse mail des bonnes personnes à l'Union européenne, leur dire inondez-les de mails pour qu'ils nous reçoivent, tu vois, qu'on leur donne leur tribune, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, la question de la mort du noir n'intéresse pas. C'est pas marketing. Mais comment ça se fait, Nastéo, que cette question d'une... Alors, moi, ce que tu dis m'interpelle, parce que j'entends par-ci et là sur les réseaux, je lis afro-marketing, black marketing, enfin, tout est autour de l'afro, mais quand on parle des choses vitales, il n'y a plus personne. Alors, et juste avant de répondre, est-ce que les personnes qui nous suivent, excusez-moi, est-ce que vous partez le même avis que Nastéo, que la question de la mort de l'homme noir n'intéresse personne? Dites-moi un oui ou un non. Et l'homme avec un grand H. Exactement. Ça, c'est mon côté féministe qui tombe. Je vois ça. Et je laisse répondre un petit Allez, peu. on va laisser répondre les gens, ce qu'ils partagent, c'est ton avis ou pas. Vu je l'ai dit bonsoir, mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Vu je l'ai dit, je ne réponds jamais à oui ou non, je le connais.
Après, t'inquiète pas. Oui, Après, je vais aller plus loin dans ma phrase et je vais expliquer en oui. fait comment on en arrive à juste devenir un fait divers en fait. Égoïsme, individualisme. Donc, je pense que oui, oui. Ok. D'accord. En tout cas, la majorité là des personnes qui répondent, c'est un grand oui. Poursuis, Anastéo. Je te laisse Alors, poursuivre. mais ce que je dis ce soir, c'est vraiment mon avis. Hein. Vraiment, je suis pas Totalement. sociologue et je sors pas une étude scientifique. Mais déjà, on va parler sur différents strates. Sur un strate politique. Aujourd'hui, sur un strate politique, qu'est-ce qui se passe sur la diaspora? Elle n'a pas conscience de son pouvoir politique. Elle n'a pas conscience du rapport de force de dingue qu'elle a. Aujourd'hui, l'abstention, c'est des 80% dans les banlieues et dans les villes populaires. C'est énorme. Et donc, rien qu'un engagement de la diaspora, mais toute diaspora du monde confondu, hein, que ce soit l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, ce que vous voulez, hein, mais vraiment, la diaspora a un rapport de force de dingue. Je vais te donner juste un exemple tout simple. L'année prochaine se joue l'élection européenne. Si la diaspora décidait aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un grand nombre des accords viennent de l'Union européenne, si la diaspora décidait aujourd'hui que son vote aurait un sens pour l'élection prochaine par rapport à tout ce qui se passe en Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on va traiter sur la question migratoire, mais il y a aussi la question des territoires, la question de la géopolitique, la question d'un grand nombre de choses. Et donc, si la diaspora redonnait du sens au vote, à son vote, ben, on aurait un rapport de force de dingue. Autre chose, la diaspora, aujourd'hui, elle est éparse. Je m'explique. Par exemple, dans le cadre de l'organisation de la mobilisation, je me dis, bah attends, j'aimerais bien avoir un moteur de recherche où je tape n'importe quoi, association malienne, et je trouve toutes les assos maliennes. Et je trouve tous les présidents, je peux aller les inviter, etc. Les assos sénégalais, je peux les inviter, etc. Et en fait, il n'y a pas les pages jaunes de la diaspora, tu vois. Totalement. Voilà, donc ça aussi, bah, ça rend le truc difficile parce que bah, moi, dans l'organisation qu'on faisait avec Awisha, bah, on était avec nos deux petites mains à fouiller. Oui, un tel, c'est un leader d'opinion de ça. Tiens, on va l'inviter. Tiens, on va lui demander la signature, etc. Donc ça a donné, bah voilà, on partait un peu avec notre bâton pèlerin. Et donc ça aussi, il y a tout un intérêt. Et ça fait partie de mes bilans de la mobilisation, c'est de se dire, bah juste, il n'y a pas besoin franchement, il n'y a pas besoin de paillettes ou de machin. Juste une page où les gens ils viennent s'enregistrer, c'est la page jaune des diasporas et on sait qu'il y a tel assaut, telle ville, tel machin. Et ça, d'un point de vue européen. Par exemple, là, aujourd'hui, je travaille avec des gens depuis la Suède, depuis Norvège, depuis la Belgique, depuis l'Allemagne, de la diaspora et qui sont en train aussi de créer leur mobilisation par rapport à ce qui se passe en Tunisie et de devenir nos échos européens parce que pour la question de rapport de force, il y a tellement de pays dans l'Union européenne, on ne peut pas nous juste crier depuis la France. Et donc, mais même pour ça, hein, c'est nos petites mains, c'est un tel, ah ouais, il a fait telle prise d'opposition, ah, peut-être qu'il vibre comme nous, on va lui demander machin. Donc, il y a aussi ce souci d'une diaspora j'ai envie de dire, trop éparpillé, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas toucher, et que tellement de monde fait tellement de belles choses, mais chacun dans son coin, en fait. Donc là, il y a une importance de créer un agrégat, en fait, de tout ça. Troisième point aussi, c'est que la diaspora, aujourd'hui, est plutôt dans je me fais trop taper dessus. Voilà, parce qu'entre les Zemmour, les violences policières, ce qui se passe dans nos villes, etc., etc., je me fais trop taper dessus. Bah, vous savez quoi, chacun ses problèmes, tu vois. Et je vais te dire aussi un truc, là, quand je travaille avec les jeunes, ces trois grosses associations qui s'en occupent, je te jure, hein, mais moi, ça m'a choqué dès le premier soir. Hein. On est quatre issus de la diaspora actifs. Tout le reste, Quatre. quatre. Mais je te le promets, hein, tout le reste, c'est que des femmes entre 18 et 25 ans et que des femmes caucasiennes entre 18 et 25 ans. Mais alors, encore une fois, pardon, je te pose encore la question. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques qu'à longueur de journée, toi et moi, on est sur Instagram, on a d'autres réseaux sociaux, on entend que les gens veulent faire le Back to Africa, par-ci, par-là, nanana, mais que dans cette réalité-là, qui est aussi une des conséquences, ben, après, je pense, du racisme, pour moi, hein, ces fameux savants qui se mordent la queue, c'est-à-dire que tant que nos États ne sont pas gérés de manière correcte, ben, il y a toujours une forme de racisme qui va être beaucoup plus oppressant pour le peuple noir. Je compare ça aujourd'hui à la Chine. Je ne dis pas que les Chinois ne suivent ça du racisme. Aujourd'hui, c'est comment dire, il y a une peur, il y a une crainte, il y a un pouvoir d'achat, il y a une construction, il y a, voilà, il y a d'autres, il y a d'autres réalités. Mais au sein du peuple noir, c'est un racisme qui est vraiment méprisant. En gros, en gros, de ce qu'on voit, qu'on peut vous remettre en condition d'esclave quand on veut, quoi.
en gros. Et sur la réalité du terrain, toi qui accompagnes les gens, en fait, il y a 4 personnes issues de la diaspora noire et les autres sont des Caucasiens. Alors, moi, je me suis posé la question. Tu vois, dès le premier soir, donc du coup, avec Adja, ma camarade, sur lequel on est auprès de ces jeunes, etc., on s'est dit, tiens, on s'est regardé, même la mobilisation, nous, on s'est fait gazer, ramasser comme jamais. La mobilisation, la chaîne humaine qui protégeait les jeunes, je te jure, à tout casser, on était 5. À tout casser. Sur la chaîne humaine qui protégeait les jeunes. Du coup, avec Adja, on s'est regardé, on a dit, mais ils sont où nos assos qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment ça se fait que là, il y a des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, des Érythréens, des Éthiopiens, des Somaliens, et que la diaspora, elle soit pas là, tu vois. Et donc, on s'est dit modestement, attends, moi, je pars du principe dans la vie que si quelqu'un n'agit pas, c'est peut-être qu'il n'est pas au courant. Donc, moi, je vais t'informer. Si tu n'agis pas, là, c'est que c'est un choix. Du coup, ce qu'on fait, on prend tous nos réseaux, parce que du coup, elle de son côté et moi du mien, on est militants sur nos quartiers, etc. On se dit, vas-y, on va arroser les assos qu'on connaît. Les assos, franchement, il y en a des belles qui ont répondu. On a rempli un camion de denrées alimentaires, de ce que tu veux. Ils nous ont rempli le camion. On est allé dans le 16e, dans l'école. On a chargé de la bouffe et tout ça. Mais sur le terrain, il n'y avait personne. Du coup, on s'est dit, et moi, là, je te donne mon analyse. Et maintenant que je t'ai fait le constat à la photo, je te donne mon analyse. Et en fait, on nous a trop intégré une vis dans la tête on n'était pas les mêmes noirs. On n'est pas les mêmes. Merci Nestéo. Merci. Est-ce que, entre-temps, tu ne penses pas que la diaspora est beaucoup plus sensible à des discours comme Business Africa, qui sont des très bonnes initiatives, à faire du business, à pouvoir réseauter, à pouvoir networker, que plutôt être dans l'humanitaire? Parce que malheureusement, en fait, on nous a intégré que l'humanitaire, et à très forte raison, c'est une bonne chose, mais que l'humanitaire, du par notre religion, je parle pour ceux qui sont de la religion musulmane, que l'humanitaire, c'était un don que tu devais faire de la main droite sans que la main gauche soit au courant. Donc, que le don et l'humanitaire devaient être quelque chose de d'une très grande humilité. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça a ramené aussi beaucoup de paresse, en fait, dans le don de l'autre, tu vois. Malheureusement, et moi, c'est mon analyse, après, voilà, ça ouvrira le débat et tout, mais que ça a ramené pas mal de paresse autour de ça. Et donc, il est beaucoup plus hype d'aider sur le ramadan que sur les 11 mois de l'année, tu vois, par exemple. Et ça, c'est malheureux parce qu'on détourne la raison même, en fait, du don et de l'aide, au point même où aujourd'hui, on ne pleure même pas les morts en Méditerranée. On pleure même pas. Il y a eu plus j'ai envie de dire, plus de drapeaux violets ou bleus pour les Ouïghours que la couleur de la Méditerranée qui est rouge. Enfin, c'est juste se dire qu'est-ce qui se passe, en fait. Et donc, malheureusement… Mais, attendez, wait. Nestor, je vais te faire, en fait, c'est comme les bandes. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Il y a plus de drapeaux ouïghours que les. C'est important parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce qui se joue. Pardon, répète parce que je sais que parfois j'ai. Ce qui se joue aujourd'hui, je vais te le dire. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est que si on laisse passer l'épisode de maintenant, sachez que notre humanité, elle se finira avec eux. C'est hyper important. Pourquoi elle se finira avec eux? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, soit on ouvre le débat de toute la négrophobie qui se passe au Moyen-Orient, plus le racisme qui se passe en Europe, on ouvrira ce débat réellement, on mettra les 2 pieds dedans et on regagnera notre humanité, soit on décide de l'abandonner et on regardera toutes les morts se suivre. Demain, quand il va y avoir l'instabilité au Niger, qu'il va y avoir l'instabilité par ailleurs, que les États vont redevenir forts, les États ne pourront pas redevenir forts sans les hommes qui les constituent. Donc, lorsque les États vont redevenir forts, les enfants vont aller se protéger. Nous-mêmes, nous sommes les enfants des mouvements. Donc, si aujourd'hui, à cette date où nous parlons, nous ne sommes pas en capacité de crier notre humanité, ça y est, qu'on parle maintenant ou qu'on se taise à jamais. Limite, c'est ça. Mais, Nastéo, je suis totalement d'accord avec ton discours. Mais il y a j'aimerais apporter, si tu le veux bien, une nuance. Je ne sais pas si c'est une nuance, en tout cas une opposition, sans te opposer à ton discours de fond, plutôt plus dans le fond non, que… Vas-y, on lance le débat. Le but, c'est… Ça se trouve, moi-même, je vais ressortir avec un autre avis à la fin. On est bien, je sais pas là, d'accord de ne pas être d'accord et ça me va. Tu dis tout à l'heure qu'il y a un racisme systémique en Europe et en France. Mais je remarque aussi avec toi et avec beaucoup et ça me fait chaud au cœur, on rend compte qu'il y a des personnes caucasiennes qui viennent aider les migrants. Alors, est-ce que c'est compatible de parler du discours systémique en France
celui qu'on oppose tout le temps aussi en fait à la société française, et de se rendre compte que parfois nous-mêmes, on n'a pas un racisme envers les nôtres, mais un mépris envers ceux d'en bas. Non, Tu crois ce que je dis? non, en fait, là, tu opposes deux choses. Les personnes qui viennent aider nous rappellent et sont là aussi pour nous montrer notre humanité. Parce qu'elles, elles l'ont encore. Ça leur fait mal à la tête qu'une personne dorme. C'est des jeunes femmes. Il faut savoir qu'elles sortent de l'école, elles sont à l'université, etc. Elles sortent et le soir, quand les 500 jeunes étaient à l'école du 16e, il y avait des groupes qui se constituaient dans un groupe WhatsApp pour qu'il y ait toujours 10 personnes dans cette école qui ne dorment pas pendant que les jeunes puissent dormir. Pour que les personnes de l'extrême droite qui venaient, qui étaient violentes, ne rentrent pas dans l'école pour attaquer les jeunes. Tu vois. Et donc ça, moi, je le prenais comme vraiment un enseignement en disant, mais notre humanité, elle est là. Maintenant, tu ne peux pas, en fait, finalement, comparer le racisme systémique dans lequel aujourd'hui, bah, voilà, c'est un fait, en fait. Il est là, les chiffres sont là, voilà. Du fait de leur preuve d'humanité. Par exemple, on peut rentrer dans le débat du white savior, tu vois, par exemple. Bah, moi, je rentre les deux pieds dedans, je dis arrêtez, parce que moi, au bout d'un moment, la psychose qui dit que le blanc, il est là que pour sauver, et dans les faits, c'est le cas. Je suis désolée. C'est dommage parce que j'ai eu une fois ce débat avec Brittany que je salue si elle est là dans les commentaires, enfin, dans ce live, et on n'était pas d'accord là-dessus. On n'était pas d'accord, on s'est même fâché sur cette expression. On dit, mais finalement, ben, c'est une réalité. Bah oui. Moi, les gens qui se fâchent, je leur dis, je ne sais pas si toi, tu parles de théorie universitaire, moi, je te parle de théorie des gens qui sont là, qui distribuent des tentes le soir, qui donnent de la nourriture dans les maraudes le soir dans Paris. Soit c'est vraiment les assos qui viennent de banlieue, elles sont une dizaine et tu peux les compter. Vraiment, elles sont une dizaine. Il y a des assos qui viennent de Grigny, il y en a qui viennent du nord de Paris qui sont formidables, mais c'est une dizaine. Tu vois, c'est une dizaine. Notamment. Mais tout le reste, toute la masse, c'est pas la diaspora. Tu vois. Donc, ça, il y a première chose. Deuxième chose, c'est que maintenant, nous, pourquoi je dis à deux noirs? Enfin, pourquoi je dis on nous a mis une vis ou on nous a fait croire qu'il y a deux noirs? Par exemple, prenons un cas concret. Le cas, par exemple, des bateaux qui sont déroutés, qui tournent dans la Méditerranée pendant une dizaine d'heures, voire même en journée. Je parlais d'Utopia d'ailleurs, je pensais à ces assos-là. Mais pourquoi, par exemple, prenons l'exemple de ce bateau qui tourne en rond dans la Méditerranée. Aujourd'hui, ce bateau-là, d'ailleurs je suis tombée dessus, je l'ai mis sur mes stories, si les gens veulent aller voir, ils ont créé un bateau téléguidé constitué de gens noirs que tu fais tourner dans l'eau. Oh. Vous pensez vraiment que si nous étions une diaspora puissante, si le jour où ce fait était arrivé, il y aurait ça aujourd'hui? Vous pensez vraiment qu'il y a des jouets qui se constituent de trains remplis de personnes à emmener à Auschwitz? Impossible. Et d'un train que je téléguide? Non. C'est parce qu'au bout d'un moment, le système, et là je préfère parler d'une entité, parce que si je commence à sortir de mes gonds, tu me connais, je vais parler d'une entité. L'entité a très bien compris que finalement, notre quête d'africanité, elle se constituait à notre quête de territoire. Oui, je suis d'origine djiboutienne, sortez mes drapeaux, sortez machin, parce que de toute façon, toute l'année, j'achète pas du pain là-bas. Donc, voilà, le prix du pain, ça se trouve, je le connais même pas. Bah, écoute, voilà. Par contre, les plages, je les connais. Par contre, les centres commerciaux, je les connais. Le prix du billet, je le connais. T'inquiète pas. En plus, j'ai envie d'acheter des terrains là-bas pour mes vieux jours. Comme ça, je vais pouvoir construire mes villas, machin. Mais sinon, tu sais qu'il y a quand même un boulanger. Tu sais qu'il y a quand même du pain qui est produit là-bas, tu sais qu'il y a des usines, tu sais que machin, comment le village se constitue, comment ceci, comment cela. Ben non, parce que nous, on est juste sur des territoires vides. Et de toute façon, quand on vient là-bas, c'est le blédard. Et nous sommes les personnes qui arrivons. Exactement. Exactement. En tout cas, Nastéo, alors toi, Nastéo, pour arriver un peu à cette deuxième phase de notre live, déjà, je t'ai pas posé la question, est-ce que tu es d'accord que les gens puissent monter en live avec toi et interagir avec toi sur ce que tu viens de dire? Bien sûr. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Exactement. Et la question pour toi, Nastéo, est-ce que, après nous avoir relaté tout ton parcours, de ce que tu as fait d'initiative concernant en fait la situation des Noirs en Tunisie, est-ce que tu penses que, en gros, que la diaspora africaine ne se sont pas concernés par ce drame aujourd'hui? Malheureusement, encore
aujourd'hui, c'est très fébrile parce que l'actualité a déjà balayé ça. Ce n'est qu'un noir de plus qui meurt. Donc, maintenant, on est sur le Niger. On est sur est-ce qu'il va y avoir cette guerre de demain? De toute façon, les Noirs ont toujours bougé et ça se trouve, à l'heure même où on parle, il y a encore des bateaux qui sont en train de couler en Méditerranée. De toute façon, à l'heure où on parle, à Madagascar, des Comoriens sont sortis pour être envoyés chez eux dans des conditions pitoyables. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, la mort du Noir est un fait divers. De toute façon. Donc, voilà, c'est un fait divers en 4e page de couverture d'un journal. Donc, voilà, on comptera toujours nos morts parce que de toute façon, ils sont tellement de millions. Voilà, il y en a trop. Donc, pas d'inquiétude. C'est brutal ce que je dis, mais c'est malheureusement la lecture médiatique qui en est faite. Maintenant, pour autant, tu peux très bien me dire... qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu lâches pas le truc? Bah, en fait, ce qui m'anime, c'est qu'on est à ce tournant-là. Il y a eu 2018 où presque 5000 migrants ont été mis dans le désert au niveau du Maroc. Il y a eu des millions et des millions de morts en Méditerranée. Il y a demain de nouveaux mouvements qui vont avoir lieu avec toute la turbulence Burkina Faso, Mali, Niger. Il y a toute la turbulence qui se joue au Sénégal. Donc demain, on va être sur des terrains politico hyper dynamiques en Afrique. Est-ce que pour autant, on décide aujourd'hui que la diaspora se rallie à tout ce qui est en train de se passer et de telle sorte à dire que nous sommes une force commune? On n'a pas besoin d'être unis. Moi, j'ai pas besoin d'embrasser la culture de l'Ouest, tout comme l'Ouest n'a pas besoin d'embrasser ma culture de l'Est. Mais il y a un moment où, en fait, on est à un tournant de cette histoire-là. Soit on choisit que les prochains créateurs de contenu parleront de nous comme cette page de l'histoire qui s'est tournée parce que de toute façon, les questions migratoires, il y en aura toujours. Il y a eu des faits en Tunisie et c'était comme ça, machin. Soit on deviendra finalement ce tournant de l'histoire où on va prendre le bilan de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Congo, et de prendre le bilan de tout ça et de dire, OK les gars, tout comme il y a eu des faits qui ont marqué l'histoire, parce que souvent on nous dit oui, non mais l'esclavage, le blanc nous l'a donné. Ben non, les noirs se sont libérés. Est-ce que c'est pas le moment où le noir doit regagner son humanité et de dire au bout d'un moment, vous savez quoi? Eh ben nous on est solidaires à ce qui se passe en Afrique. La France va comprendre que sa diaspora a un rapport de force et déjà va arrêter son paternalisme quelque part parce qu'elle se permet aussi une part de cet paternalisme parce que à chaque fois elle nous rappelle ce que nous devons à la France. Donc il serait peut-être temps de dire ce que la France aussi nous doit. Exactement. Voilà. Et donc, par ce chaînon de solidarité-là, soit on choisit ce tournant-là de créer une chaîne humanitaire, une chaîne humaine de solidarité et qui va être intordable, soit on continue de regarder et demain, ce sera beaucoup plus de personnes du Niger, beaucoup plus de personnes du Mali et on comptera toujours nos morts et puis nous, on continuera de parler de comment on va aller cueillir les cacaotiers pour faire du chocolat en France, du chocolat qui vient d'Afrique. Deux questions, Nastéo, deux questions. Comment est-ce que tu expliques, deux questions très simples, je sais, très rapides. Deux questions, t'inquiète. Voilà, la première question, je l'ai échappé, je vois les commentaires en même temps, je suis désolé. Première question, est-ce que tu es pour ou contre comment dire, qu'on puisse montrer les images des personnes noires qui se font fouetter, accrocher, qui se font malmener physiquement? Alors moi, personnellement, je ne veux pas les voir. Je ne dors déjà pas assez de l'image de la maman et sa fille. Donc moi, personnellement, et donc pour les quelques personnes qui me suivent et pour ceux qui me l'ont envoyé, ils savent que je ne les ouvrirai pas. Maintenant, je suis mitigée sur cette question-là parce que est-ce que c'est par là qu'on doit passer pour qu'on se prenne des baffes et regagner notre humanité? Ou est-ce que les cacher encore plus, c'est nous renforcer dans ce déni? Donc voilà, moi je suis mitigée sur cette question-là, je suis mitigée sur la réponse. Je te donne moi ma réponse, personnellement, je ne le regarderai pas. Personnellement, je ne regarderai pas parce que déjà, quand du coup, je bosse avec les jeunes ici, quand je passe à la porte de la chapelle, que je vois... Ah oui, il faut que je te raconte aussi une anecdote qui est importante. Ils étaient une centaine de jeunes originaires de la Somalie qui étaient au niveau de Porte de la Villette. Et quand je dis jeunes, c'est entre 17 et 22 ans. Donc du coup, moi, je faisais mes maraudes avec mon petit frère, on leur parlait souvent. Limite, ça joue aux cartes au début parce qu'ils étaient hyper lucides, etc. Donc, voilà, on recréait cette humanité. Tu viens de quel village? T'es qui? Machin, etc. Donc ça, c'était quelques semaines avant le Covid. Le Covid est arrivé, donc on continue une forme de maraude qui devient très compliquée, etc. Ensuite, il y a un recueil qui est fait, etc. Et donc, on en arrive, faut vraiment imaginer le truc, parce que j'ai eu un choc des réalités.
Donc, on parle de 2020. Ensuite, il y a eu toute la période 2020-2021. 2022, donc moi, avec la grossesse et tout, bah, je ne peux pas aller sur le terrain, c'est mort. Je peux pas affronter quelqu'un qui n'est pas lucide. Bien sûr. Donc, toute l'année 2022, je ne sors absolument pas. Et donc, j'ai commencé à ressortir avec les jeunes à l'école du 16e, donc à partir de avril de cette année à peu près. Et donc, j'arrive dans l'école, je vois les 500 jeunes, donc je cherche du regard. Bah voilà, je me dis, c'est toujours les mêmes jeunes, à 2 ans, 3 ans près, c'est les mêmes jeunes. Donc, j'essaye de retrouver un peu les. C'était quand même une centaine de jeunes somaliens. Donc, j'essaye de retrouver au moins un ou deux, tu vois. Et je vais voir l'asso, je lui dis, écoute, je vois aucun Somalien, vous êtes sûr que vous avez ratissé tout l'Île-de-France, où est-ce qu'ils sont, etc. Elle me dit, ah ben non, il n'y a aucun Somalien de récupérable, ils sont tous du côté de la Rivoisière, la salle de shot, ils sont tous défoncés. Et là, je me dis, en 2 ans, parce que pas de solution, parce que pas de solidarité, en fait, on en perd comme ça. Ouais. On en perd comme ça parce que bah, leur histoire fait que, enfin, ils ont des histoires vraiment de dingue à te tordre ton ventre. Et donc là, j'arrive, je me dis, donc là, sur 540 jeunes, genre 540, vous n'avez pas un Somalien qui a survécu que vous pouvez passer. En fait, dans l'école, ils récupéraient que ceux qui étaient safe, quoi. Le but, tu peux pas. Il est au crack, s'il vient pour taper ou poignarder quelqu'un, en termes d'association, tu peux pas gérer ça. Et que je comprends complètement. Et du coup, j'ai fait, donc sur les 100, là, il y a 540, il n'y en a pas un. Il me dit non, il n'y en a pas un. Ils sont tous au niveau de, soit Porte de la Chapelle, soit de la Riboisière au niveau de Donc, Gardon. ils sont tous devenus, en gros, des toxicomanes, voilà. quoi. Parce que pas de solution. Et en plus, la bataille de cette école-là et de ces jeunes-là, tout comme à Calais, comme le précisait tout à l'heure la sœur, et ben franchement, tu te dis, mais en fait, franchement, là je me suis dit, putain, c'est chaud, quoi. Putain, c'est chaud parce qu'en réalité, ce qui est en train de se jouer dans cette école-là devant nous, c'est ce qui a pu se jouer, ce qui a dû se jouer dans les années 40, 50, 60, quand les premières générations sont arrivées, dans les bidonvilles, etc. Et que, en fait, par notre silence, non seulement on n'est même pas héritier de la force de nos parents, mais en plus, on s'est désolidarisé de leur humanité. Exactement. La double peine. Un truc de dingue. C'est-à-dire que nous, 3e, 4e génération là, de France, en plus de même pas avoir conscience de tout ça, on s'est désolidarisé de leur force. Parce que t'imagines la force de dingue d'arriver là, d'avoir tout ça, de traverser, etc. Tu te dis, bah ouais. Mais et c'est vrai, tu as raison sur le constat de cette manière de se désolidariser, pardon, et aussi qui pour moi fait syndrome d'une double peine. Je vois les commentaires très intéressants de chacun, n'hésitez pas à j'essaye de lire, ça va vite. Attends, monter. Dernière question avant d'ouvrir le live, en tout cas, de le monter, n'hésitez pas à me faire vos demandes pour interagir avec nous. Comment t'expliques que, enfin, il y a là un peu dans l'air là un reproche qu'on fait à la communauté maghrébine en disant qu'ils sont très silencieux, en tout cas sur le sort qui est réservé aux Tunisiens. Comment est-ce que tu as le même ressenti, toi qui es sur le terrain, et comment tu expliques ça? Alors, humblement, je vais te parler de mes réseaux, hein, globalement, parce que ce serait te mentir de dire j'ai pas entendu personne de toute la France, parce que j'entends pas toute la France, hein, faut pas se mentir. Mais moi, de ce que j'entends, il y a 2 sons de cloche. La première qui s'est jouée à la mobilisation et qui m'a écœurée. Mais voilà, il fallait que je fasse preuve de tenue. Tu sais, une mobilisation, c'est une épreuve d'humilité. Tu es devant Dieu, tu fais ce que tu as à faire, pas de problème. Tu te tiens, tu donnes les gens parler, machin. Elle m'a écœurée au point où la personne a pris le micro. Elle n'était même pas prévue. Hein. Elle n'était même pas prévue, forcée pour prendre le micro, bagarrée pour prendre le micro, pour dire « Ah non, la Tunisie, elle tue pas, c'est juste le gouvernement de Kais Saïed. Le racisme, il n'existait pas avant, il vient d'apparaître avec Kais Saïed. » Je fais « Mais… » Donc, toi, tu viens aux mobilisations des gens pour monter la tension. Donc, déjà, le déni. Il faut travailler sur cette question du déni. Ok, on est tous, mais tous les premiers à parler du racisme systémique, du racisme d'État en France, mais il n'y en a pas un pour parler du racisme qu'il y a par ailleurs, dans nos pays d'origine. C'est un truc de dingue. Donc déjà, appelons un chat. La négrophobie, elle est là, elle se perpétue, elle est héritière d'une tradition dans lequel on évite tous de débattre, je ne sais pas pourquoi, on débat toujours de l'esclavage qui a eu lieu aux États-Unis, parce que peut-être c'est plus hype là-bas, des Noirs qui ont bougé la machin, mais il serait temps d'ouvrir la boîte de Pandore sur la question de la négrophobie. Voilà, donc elle n'est pas
apparu avec les propos de Kais Saïd. Pas Kais du- Saïd, il les a légitimés. Maintenant, il y a deuxième son de cloche, c'est déjà précaire, il y a déjà trop de problèmes. En plus, du coup, ça en rajoute de la violence, c'est ceci, c'est de leur faute, c'est ça. Ben non, ça c'est le même discours qu'on a en France, qu'on combat en France. Qu'est-ce que vous me racontez? En France, on est déjà le problème de tous les maux. Les banlieues, c'est la violence, la précarité, les quand images. Zemmour passe à la télé, machin. Donc, en fait, c'est le même discours, les gars. C'est exactement le même discours. Et donc, encore une fois, on détourne l'attention parce que comme tu as des problèmes et comme on ne peut pas gérer tes problèmes, et ben forcément, le problème, c'est celui qui vient d'arriver. Et en plus, pour ne pas l'aider, le pauvre, il est noir. Donc, laisse tomber. C'est forcément lui ton problème. Totalement, 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 Et totalement. donc là, double claque, qu'est-ce qui se passe? Dans l'organisation, dans tout ça, dans cette démarche. Alors, ce qu'il faut savoir, je pense que tu me connais maintenant, c'est que moi, je ne suis pas là pour crier. Je déteste parler pour rien dire et je préfère quelqu'un qui parle peu et qui joue une symphonie que quelqu'un qui parle beaucoup et qui fait du bruit. Donc, je vais m'armer. Je vais récupérer les outils nécessaires pour déconstruire. Je vais récupérer ce qui va permettre avec bienveillance d'ouvrir le débat. Et donc là, je rencontre Hosni Mati, un avocat en France qui a d'ailleurs porté plainte contre Zemmour, qui a fait vraiment pas mal de choses et qui sort un documentaire sur la situation en Tunisie. Et là, il apporte une vision. C'est un Tunisien, marié à une Sénégalaise, qui a subi le racisme de plein fouet pendant longtemps et qui, lui aussi, dans cette démarche de bienveillance, d'ouvrir le débat avec bienveillance, parce qu'en fait, ce déni-là, si tu le prends de front, bah, tu vas rajouter de la violence à la violence. En fait, le cerveau, il ne va jamais t'écouter. Donc, il faut ouvrir ce débat-là, mais d'une manière un peu comme je dirais, j'ai même pas d'exemple. Un peu comme si tu voulais amener les gens vers toi, tu vois. Un peu comme si, voilà, j'ouvre le débat, je sais que ça va faire mal, t'inquiète pas, on va en parler, viens, on s'assoit, on ouvre le débat, c'est bien plus profond que ça, mais c'est pas grave parce que quand on en aura parlé, ça ira mieux. Tu vois, un peu un débat thérapeutique pour tous. Et donc, le gars, il fait son documentaire. Le hasard, mais j'aime pas parler d'hasard parce que tout est divin, mais le hasard fait que je le rencontre, on commence à discuter, je fais une interview avec lui, je vois son documentaire qui d'ailleurs il a fait exprès de ne pas publier en long et en large en travers parce qu'il veut des diffusions débat. Et donc ça va être diffusé dans les salles. Là, là c'est le mois d'été, les salles elles sont toutes un peu fermées, etc. Mais donc à partir de septembre, je vais travailler aussi avec lui pour que je puisse animer des débats et de la diffusion de son documentaire. Voilà, donc le but c'est que vraiment on puisse amener les gens à rentrer dans le débat. Parce que si on vient leur dire, les gars, vous êtes négrophobes, venez, on rase tout, on recommence, tu n'amèneras personne dans le débat. Tu changeras la mentalité de personne. Et donc dans son documentaire, que vous pouvez voir sur ma page, les quelques extraits, et c'est sur YouTube, sur l'interview, tout de suite, tu vois quoi? Tu vois la violence des propos et la violence de la réalité. Mais j'ai envie de dire, on n'est pas un tribunal, on n'est pas là pour condamner. Nous, on veut avancer. Comment tu avances? Déjà, on ouvre le débat. Sauf que j'ai l'impression que ce débat-là, il est enterré avant même qu'il est ouvert. D'abord parce qu'on va te parler de faire religion, on va dire on est frères en religion. Ouais, on est frères en religion, mais tu es en train de tuer des gens. Donc, je ne sais pas c'est laquelle ta religion, tu vois. Parce que moi, l'adoration que j'ai, là, je ne peux pas, tu vois. Ensuite, on va te ramener d'autres sujets qui va être plutôt ouais, mais t'as vu, ils sont pas propres, ils sont ceci, ils sont cela. Non, tu peux pas. Enfin, il y a un moment où il faut qu'on ouvre cette boîte de Pandore. Super, en tout cas, Nastéo, merci beaucoup pour en tout cas cette vision, cette première partie de ton parcours et de ton intervention. J'ai demandé à Capdiang de rejoindre le live, que je vois très actif dans les commentaires. Et notamment, Capdiang, je viens de voir un commentaire que tu as partagé avec Enajan, que je salue. Coucou, Ena. Tu dis qu'ils veulent juste passer, mais en attendant, s'ils sont sur place, donc les migrants, si des centaines de milliers de Tunisiens débarquaient au Ghana sans apporter de la valeur, est-ce que tu serais d'accord? Alors, Capdiang, est-ce que tu peux expliquer ton commentaire? Parce que je ne te cache pas qu'à titre personnel, il m'a un peu choqué et il en faut pour me choquer. Je te laisse la parole. J'ai pas compris, ouais, si je peux juste, comme ça je répondrai. Bonsoir. Bonsoir, Capdiang. Donc, ce que je disais, du coup, ce que je répondais à Najan, c'est certes le comportement, juste pour faire l'introduction, moi je comprends cette situation. J'ai deux oncles, voilà, qui ont quitté le Maroc il y a un peu plus de 30 ans, qui ont été dépouillés et qui ont été jetés dans le désert et qui sont morts dans le désert il y a un peu plus de 30 ans. C'était au Maroc. Oui. Donc, cette situation, je la comprends très bien. Maintenant,
on fait le constat de pas mal de choses qui existent depuis très longtemps. Comme je vous dis, moi, ça fait plus de 30 ans que mes oncles ont été assassinés, puisque c'est un assassinat dans le désert au Maroc. Aujourd'hui, je me mets à la place du coup de l'autre côté. Est-ce que, au final, vous seriez d'accord pour accueillir, je sais pas, des centaines de milliers de personnes qui viennent dans votre pays et qui n'ont pas forcément les moyens pour apporter de la valeur immédiatement, ou alors que vous avez déjà des problèmes, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des Tunisiens qui traversent la mer et qui meurent en mer. Donc, est-ce que de l'autre côté, par exemple, si ces Tunisiens débarquaient au Sénégal, en Mauritanie, ou je sais pas, moi, par exemple, en Somalie ou autre, vous seriez d'accord pour les accueillir voilà, de la même manière? Bah, pas de souci. Moi, je vais te prendre l'exemple directement de la France. Hein. On va pas aller loin. On va parler de là où on est. Des politiques migratoires en France, on a des milliers et des milliers de personnes qui arrivent chaque année. J'ai pas le chiffre tout de suite pour te les sortir. Par contre, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. La première, c'est que tu souhaites mettre dans le même prisme un accueil migratoire qui serait fait dans un pays avec une mécanique politique qui permettrait soit de les faire travailler comme ce que Darmanin veut faire avec sa carte jetable, tu bosses 1 an puis tu repars ou un truc machin, d'une politique migratoire qui décide de vider les rues d'un village, d'une ville, etc., pour vider dans le désert. Un peu comme si on nettoyait un peu son eau sale de la maison et puis on se dit, bah, je dépose ça là-bas et puis c'est le problème de quelqu'un d'autre. Donc, il y a une chose à recentrer. Les questions migratoires, elles sont politiques. Parce qu'aujourd'hui, politiquement, nous décidons d'échanger avec un pays ou l'autre. Que ce soit d'une manière économique, que ce soit d'une manière, quelle que soit finalement la manière transactionnelle, la question migratoire, elle se fait par des biens matériels, des conteneurs qui sortent et qui arrivent à un port, ou des personnes qui se baladent, que ce soit pour les affaires ou que ce soit sur une question migratoire. Parce que la question migratoire, ce n'est pas que les sans-papiers qui traversent la Méditerranée. Ça, il faut sortir de ce biais-là. Le noir fortuné vient aussi en France investir, tout comme la fortune française investit en Afrique. Donc, on va rester que sur ce prisme-là, d'accord? Je ne vais pas parler d'États comme le Sénégal, le Mali, le Ghana, comme tu as donné. On va parler de ce qu'on sait ici. Tu compares un État qui décide de vider ses rues sous 50 degrés à une réflexion géopolitique de comment on accueille la migration. La migration, elle a tout type de profil. Comme ce que Darmanin est en train de faire, une classification entre ce qu'elles appellent la migration des talents, donc médicale, paramédicale, etc. La migration de tout ce qui est les laboratins, etc., etc. Ensuite, mais en marge infime, tout ce qui est l'immigration illégale. Là, ce que tu présentes là, c'est un biais typique de ce que la télé produit de mieux. Te faire croire que l'immigration, c'est ce qui est illégal. Est-ce que j'ai dit ça? À quel moment j'ai dit ça? Si tu compares ce qui se passe en Tunisie, si tu compares ce qui se passe en Tunisie en me disant il y a des milliers de Tunisiens qui viennent dans nos pays, tu considères que c'est des Tunisiens qui arrivent illégalement. Donc je te réponds par le. Oui, déjà d'une, tu sais pas ce que je fais, parce que tu es dans l'associatif, mais moi aussi. J'accompagne des. Non, moi je t'ai posé une question. Non, moi je t'ai posé une question simple. Non, je suis désolé, mais c'est toi qui as interprété mes propos. Là, je t'ai donné un cas très simple. Des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas autorisées à venir sur ton territoire viennent et n'apportent pas de valeur. Je ne vais pas aller plus loin, papier, des personnes qui sont riches ou pas. C'est des personnes. Oui, qui n'apportent pas de valeur. Je vais te répondre sur ça. Après, si ma réponse ne te convient pas, c'est pas grave. Hein. C'est un débat. C'est pas une question de réponse, c'est que tu es en train de déformer mes propos. Je t'ai dit simplement que des personnes qui sont pauvres arrivent, par exemple, France, dans ton pays. Je te parle pas de la France. Je t'ai pas parlé de la France, j'ai donné la Tunisie et un pays africain. Par exemple, moi, c'est très simple. Quand je vois des Français qui viennent et qui prennent des choses sur place, j'ai envie de les virer, tout simplement. Moi, si la France peut dégager du Mali du... Donc, donne directement la réponse à ta question. Si tu souhaites mon biais de lecture, je suis obligée de te donner une comparaison par rapport à là où je suis. Je ne vais pas aller me permettre de parler à la place, par exemple, des Djiboutiens quand je n'y vis pas et que je n'achète pas la baguette là-bas et que je n'y ai pas ce biais du quotidien. Je vais te parler de là où je suis, de là où je consomme et de là où des gens qui ne servent à rien vont m'impacter. Moi, tout simplement, la question, pour faire simple, je l'ai posée à Najan et je lui ai dit, je vais répéter la question que j'ai posée. Imagine que des centaines de milliers de Tunisiens débarquent au Nigeria et n'apportent pas de valeur et s'installent comme ça, un peu comme ce qu'on voit aux Comores et à Mayotte actuellement. Du coup, comment tu le prendrais? C'était ça ma question. Mais du coup, Kabiang, on a compris ta question, mais moi, je veux savoir quelle est la finalité. Parce que du coup, est-ce que tu favorises que
Parce que là, du coup, derrière, on parle quand même de maltraitance physique. On peut aussi leur Mhm. dire à la frontière de manière pacifique. Tu vois, leur dire, ben, vous n'êtes pas les bienvenus, vous rentrez pas, et puis basta. Tu vois, c'est ça. La frontière, c'est le désert, donc c'est un peu Ben, compliqué. Robert, Mais tu vois, enfin, pardon d'être, j'aime pas employer ces termes-là, mais pour rester dans le jargon, ben, tu vois, Bah, du les coup, expulser de manière ouais, plus humaine, je dirais, voilà, pour rester là-dessus. Je comprends bien ce qu'on veut dire, c'est que quand tu poses ta question derrière, on a l'impression que tu légitimes les violences physiques. Te connaissant, je pense que c'est pas le cas, mais alors, va au bout de ta réflexion, qu'est-ce que tu veux nous faire dire? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, par contre, je veux dire, Capdian? moi, ce que je Parce veux, que ça peut former moi, des... ce que je veux, c'est juste que, en fait, au final, là, on est en train de faire un constat de oui, c'est pas bien, ils sont méchants et autres. Oui, ils sont méchants. Et le monde est méchant. Et au C'est final, tout ça dont on parle. On non, parle non, de mais le comment on monde, construit l'avenir par non, rapport mais au constat du pour moi, quand on construit l'avenir, pour construire l'avenir, faut partir, il faut monter d'un step. Et voilà, là, on parle de maltraitance, de mal, de mort et autres, je comprends. Mais si au final, on n'est que dans le constat de dire que voilà, les Maghrébins sont méchants, mais et c'est c'est pas, vrai que voilà, il y a un racisme c'est systémique, pas au du final, on n'avance pas. bah, Parce c'est que pas ça va du continuer. Alors, Et moi, comme j'ai moi, je pas vous le dis, l'impression de stagner, j'ai pas l'impression d'avoir dit ça. Du coup, moi, je te le répète, moi, ça fait, il y a plus de 30 ans, mes oncles sont morts dans les mêmes conditions. Et il y avait des personnes qui parlaient exactement comme toi à l'époque. Aujourd'hui, ça n'a pas alors, avancé. du coup, Il y a toujours des morts. Capdian, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi, que tu es dans l'associatif, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse avoir ce que tu es effectivement, qu'on puisse avancer alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, justement, moi, au niveau de la société, je sais pas si ça a parlé de l'asso dont j'étais président il y a pas très longtemps. Non. Mais au final, moi, justement, j'accompagne les étudiants internationaux, notamment africains, à s'installer correctement en France parce que tu as de la prostitution, tu as des étudiants qui arrivent sans visa. Donc, au final, qui se retrouvent à dormir à deux ou trois dans un 9 mètres carrés ou parfois dehors, qui n'ont pas de quoi manger. Là, pendant le confinement, c'était vraiment ignoble ce qu'on pouvait voir. Et au final, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'associatif, en fait, ça sert à rien du tout. Au bout d'un moment, ce qu'il faut, c'est créer des entreprises. Et j'ai échangé avec Elisabeth Moreno sur ce sujet il n'y a pas très longtemps. Mhm. Et elle me disait, c'est bien, c'est mignon et autres, mais au final, faites des associations, mais il y aura toujours des migrants qui vont arriver. Il y en aura toujours. Comme ben, c'est Oui, normal. Nous-mêmes, on est issus de l'immigration. non, mais il y aura Les populations sont toujours. en mouvement parce qu'il C'est n'y a pas des différent. murs. À cette heure-ci, chacun reste chez soi, on construit des murs comme a fait Trump. Juste, Non, non, Et on n'aura pas non, de non. problème. juste je vais au bout de sa parole, puis je passe la parole à Najan. Vas-y, je lui dis, excuse-moi, Capdian, va au bout de ta pensée pour qu'on puisse passer Ce que la parole à Najan. je veux dire, c'est que au lieu de s'investir dans le monde associatif, il faut construire des entreprises fortes. C'est surtout ça. Mhm. Construire des entreprises fortes, avoir des entreprises qui sont créées, ça se crée aussi en Afrique, pour faire en sorte que, en fait, comment dire, que le pays se développe et que les personnes ne quittent plus leur pays, tout simplement. Aujourd'hui, on a les moyens de créer des entreprises, de faire des choses pour là-bas. Par exemple, là, je vois voilà, il y a des startups qui lancent des productions de cacao qui sont faites, par exemple, au pays et qui font qu'il y ait du travail sur place. Et au final, s'il y a du travail sur place et qu'il y a il y a de la richesse qui est créée sur place, les gens ne quittent pas pour mourir dans la mer ou mourir en Tunisie ou mourir je ne sais où. Ok, je suis désolée, j'en ai marre de ce discours-là. Je Je peux peux, répondre je en peux 3 mots. répondre? Ah, Juste un seul, pardon. Si tu me permets, Ena, et ensuite je Si t'accueille. ça te permet, Ça fait si vous longtemps. permettez entre vous, ok, permettez. vas-y. Non, mais il n'y a aucune Oui. animosité. Moi, je pense que tu me connais, je ne fonctionne pas du tout comme ça. En fait, pourquoi j'en ai marre de ce discours d'entreprise? Un humain a besoin de plusieurs choses pour évoluer, a besoin d'un système éducatif, un système de santé, a besoin de logistique, a besoin d'un certain nombre de choses. Et cette idée préconçue qui dit qu'on construit des entreprises fortes, déjà, il faut un temps. Le temps humain, le temps administratif, le temps d'un beaucoup de choses. Et en fait, cette idée préconçue de venir comme le business sauveur est complètement faux parce qu'aujourd'hui, les gens continueront à bouger, parce que le système de santé ne leur permettra pas d'être de bons salariés pour les entreprises, parce que le système éducatif ne permettra pas d'élever les enfants des bons salariés. Et donc aujourd'hui, investir dans un écosystème qui permette à des populations de rester, c'est se poser la question, qu'est-ce qui nous fait rester en France? Ce qui nous fait rester en France aujourd'hui, c'est la garantie d'un minimum de sécurité, donc d'une stabilité d'un pays. Ce qui nous fait rester en France, c'est au moins la stabilité de pouvoir soigner un rhume et donc d'avoir un système hospitalier, combien même il est fragile. Ce qui nous fait rester en France aujourd'hui, c'est d'avoir un endroit où on peut éduquer nos enfants. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que les populations, elles bougent, parce qu'elles ne trouvent pas ça au pays. Donc, le business sauveur, le modèle du business sauveur, eh bien, il ne sera vrai que lorsque le modèle
finalement politique permettra de ramener en adéquation ces 4 facteurs pour pouvoir élever des gens et élever des populations et engendrer. Aujourd'hui, on est plus proche d'une mort, d'un système de mort, et c'est pour ça que les gens bougent pour une vie meilleure. Et ils ne bougent pas par pur loisir, ils ne meurent pas dans la Méditerranée par pur loisir. Et ce n'est pas la diaspora en business sauveur qui va changer quelque chose. Je suis désolée, mais il faut se le dire, c'est important. Parce que le business sauveur, c'est cette fausse réalité qui fait croire qu'en France, on a la possibilité de créer une entreprise pour revenir en Afrique. Et c'est faux. Merci Nastéo. Juste de laisser parler Najane. Ensuite, Kabien, je te donne une réponse retournée. Nastéo merci. et Najane, je te laisse réagir parce que tu voulais interagir. Bonsoir Najane. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je ne pouvais pas, pour des raisons personnelles, me déplacer pour la marche, mais je tenais vraiment à saluer le mouvement qui s'est fait et c'était vraiment important. Il y a des personnes qui m'ont contacté qui cherchaient des solutions. J'ai envoyé ta tribune et la marche. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat escompté, mais ça va arriver petit à petit. Après, je pense que pour revenir sur ce sujet-là, il y a tellement de choses qui sont en train de bouger historiquement parlant. Je pense que même mentalement, nous ici, je parle plus pour moi, mentalement, je suis un peu perdue, tu vois, entre ce qui se passe au Niger, Mali, Guinée, machin, et ce qui se passe au niveau de l'immigration. Ma tête, elle est en train de tourner parce que d'un côté, je suis dans un soulèvement historique pour l'Afrique sur le continent et en même temps, je sais que au niveau de l'immigration, voilà, et je sais que historiquement c'est en train de se jouer, on est en train d'essayer de nous éparpiller, bref, tout est mélangé dans ma tête, donc c'est assez complexe. Mais pour en revenir à la question de Kabdien qui disait qu'il fallait faire de manière économique les choses et que ça allait changer, le problème c'est qu'on doit le faire, en fait pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que quand tu dis que les associations, ça ne sert à rien, mais si ça sert parce que c'est sur le moment présent. Les associations sont là pour le présent. Quand tu parles pendant le confinement, moi je sais que j'ai participé et c'est d'ailleurs là qu'on a remis en place la fédération ghanéenne en France parce que on s'est retrouvé avec des personnes qui louaient des chambres, qui n'avaient plus le moyen de travailler avec les papiers des autres, donc ne pouvaient plus payer les loyers des chambres, donc fallait gérer. Et là, on était bien content d'avoir les structures associatives pour pouvoir parler aux ambassades parce que si tu n'as pas de structure associative, tu parles à personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pour pouvoir débloquer des fonds et trouver des solutions ou même donner une bouteille d'eau, si tu n'as pas de structure en vrai de vrai, si tu n'es pas organisé, tu ne peux rien faire dans le moment présent. Parce que, en fait, la difficulté de ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se créer dans le long terme. Donc, ce que vous êtes en train de voir au Niger, au Mali et tout ça, ça, c'est pour le long terme. Ce qui est en train de se créer là. Par rapport à la CEDEAO, ça c'est pour le long terme. Ce qui est en train de se passer actuellement avec la Tunisie et la migration, ça c'est sur le moment présent. Donc c'est des trucs qui sont en train de se passer tout de suite. On est dans l'urgence face à cette situation-là. Ça veut dire qu'on va recevoir des personnes qui vont être dehors maintenant. Donc il faut trouver des solutions pour ces personnes-là maintenant. On est face à la mort maintenant. Ena, excuse-moi, je te pose une question parce que Kabien, tu es un peu pris par le col de manière dans les commentaires. Non, moi, il n'y a pas de souci, je vais répondre, t'inquiète pas. Non, en te demandant, Enajane, si aujourd'hui, je sais que toi, tu es très proche de ton pays d'origine, oui. Tu voyais une vague de migrants qui arrivent et qui sont forcément qui immigrent, enfin forcément, pas forcément, mais une immigration pauvre, hein, d'accord, des gens qui cherchent leur vie. Comment est-ce que tu réagirais si cette personne-là s'installait sur le long terme au Nigeria? Honnêtement, Enajane. Ghana? Au Ghana, pardon. Pourquoi je vais t'accoler alors, ça va dépendre, je pense, de comment le pays il est structuré pour recevoir les gens. Mais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que moi, j'ai pas de réaction à avoir. Le Ghana, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays carrefour. Tu vois ce que je veux dire? Nous-mêmes, on a émigré avec. Tu vois pourquoi on dit que le Nigeria, les Ghanéens, c'est comme des frères? Parce qu'il y a eu des vagues migratoires au Nigeria, quand ça a pété au Ghana, quand il y a eu des coups d'État. Et le Nigeria fait pareil, il vient aussi au Ghana et tout. Même les sachets que vous voyez, ça s'appelle les Ghana Must Go. Genre, on partait avec des sacs, des sachets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, et pourtant, c'est pas un pays de guerriers. Enfin, c'est pas de guerriers, mais c'est pas un pays. Le Ghana est un pays beaucoup plus pacifiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un pays qui a connu vraiment des vraies guerres. Ça fait très très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, ils ont connu aussi des vagues migratoires. En fait, ça va dépendre de comment la structure elle est pour accueillir ces personnes-là dans leur pays. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je pense, c'est que arrive à un moment donné,
comme Nastéo, elle le disait tout à l'heure plus longtemps, quand tu arrives dans un pays comme la France et que tu n'arrives même pas à rentrer chez ta tante parce qu'elle n'a pas de place, la structure de la diaspora, déjà ici, elle est mal faite. Puisqu'on on n'établit rien pour que si on sait très bien qu'il y a des gens qui vont migrer, qui vont venir. Ils sont où le point de repère quand les gens ils vont venir? Il n'y en a plus. Dans les années 80-90, moi, mes darons, ils me disaient, ils avaient des points de repère quand ils venaient en France. Ils savaient que quand ils arrivaient, il fallait qu'ils fassent tout pour atteindre Château-Rouge, par exemple, ou Porte de Clignancourt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il fallait qu'ils fassent tout pour aller. On leur disait, tu arrives en France, c'est Porte de Clignancourt ou Château-Rouge. Tu vas aller là-bas, il y a Ghetto. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais Ena, Oui. je sais que cette question peut un peu déranger parce que Oui. moi, on me l'a posé. Je sais qu'à une époque, au Congo, le Zaïre, plutôt c'est le Zaïre à l'époque, on parlait d'une croissance comme la Corée du Sud, du Nord, pardon, aujourd'hui. Et il y a eu une vague d'immigration des Sénégalais qui sont venus s'installer au Zaïre à l'époque. Et on les a appelés les Ndingari. Ils étaient maltraités. Comme ma mère me rappelait, parce qu'une fois, moi, j'ai toujours dit, j'ai grandi avec un mépris du peuple sénégalais. Parce que je sais qu'à l'époque, quand j'ai grandi aussi au Congo, en tout cas, il y avait cette supériorité-là. Et une fois arrivé en France, tu étais dans des quartiers avec des potes sénégalais et tout, qu'on appelait Dingari. Et j'avais c'est quoi une Dingari? On m'a dit qu'en fait, c'était dû à l'immigration. Et ce que vous faisiez, le choc, je me suis dit, en fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, en fait, on avait ostracisé, en tout cas, les Sénégalais qui immigraient. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que ce rapport de la peur de l'immigré, c'est pas une question humaine au fond? Alors, est-ce que ma question est adressée ou c'est à tout le monde? Je peux parler? À tout le monde. Okay. Mais vas-y, réponds, Nestéo. Alors, là où il faut faire très attention, il ne faut pas assimiler la notion de racisme uniquement à la question migratoire, tu vois, ou l'inverse. Il ne faut pas résumer la question migratoire à la question du racisme. Là où le fait aujourd'hui est raciste, c'est... Non, je pas ce que tu dis, c'est un commentaire, je vois, qui me dit que voilà, c'est vrai. Il y a deux choses qui se jouent. Est-ce que c'est tu ne veux pas de l'étranger pour pas créer d'instabilité économique, par exemple, ou tu ne veux pas de l'étranger parce que noir ou parce que un tel. Tu vois, il faut bien faire attention parce que, par exemple, la question migratoire en France, quand il s'agit des talents, des médecins, etc., la question du racisme, elle vient bien après. Parce que c'est quand même des médecins qui vont nous soigner. La question du racisme, elle vient après quand il faut les payer. Et là, tu te dis, bon, on va quand même pas les payer comme les médecins français, tu vois. Voilà. Mais il faut faire attention à ça parce que la question migratoire, en fait, elle ne se résume pas à la question du racisme. Aujourd'hui, malheureusement, elle se résume parce que c'est des Noirs qui sont jetés dans la frontière parce que Noirs. Mais la question migratoire des peuples en mouvement, et ça nous renvoie aussi à la question de souveraineté des États, ça nous renvoie à la question du nationalisme, ça nous renvoie à beaucoup de choses. Il faut faire attention à ça. Par exemple, l'exemple que tu donnais, le biais que tu donnais, est-ce que ce n'était pas pour une question de nationalisme qui est aussi à différencier le nationalisme noir, il est à différencier du nationalisme blanc, qui est complètement différent. Les formes de violence qui sont amenées par l'un et l'autre, c'est complètement différent, tu vois. Donc, il faut pas réduire toute la question migratoire à la question du racisme. Parce que le racisme, c'est même à savoir est-ce que le pays est dans un système protectionniste ou pas, tu vois. Ça aussi, faut que tu le saches. La géopolitique, c'est très complexe. Mais est-ce que tous les pays ne sont pas censés être dans le protectionnisme, normalement? Non. Non, oui et non, parce que... Lui, c'est différent. Non, oui et non, ça va dépendre de la politique de l'État actuel, parce qu'il y aura des États qui vont vouloir s'ouvrir, donc il va y avoir une politique extérieure. Ces États-là qui ont des politiques extérieures qui vont être ouverts au tourisme, ils ont un intérêt qu'il y ait une vague migratoire chez eux. Par exemple, chez nous, actuellement, au Ghana, c'est une politique extérieure. Donc, du coup, on a tous les gens de la diaspora qui arrivent et tout machin, qui viennent. C'est pas pour autant que c'est très bien pour le pays, mais comme ils sont dans une politique extérieure, il n'y a rien à faire. Tu vas quand même accueillir les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est compliqué. Ouais. C'est très, très compliqué. Et puis, pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal. Elle doit être laissée à la subjectivité du peuple qui est souverain. Par exemple, je prends un exemple, je vous donne Djibouti, l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays enclavé. Il n'a pas du tout de port, il n'a pas du tout d'accès. Presque 90% des flux qui rentrent dans l'Éthiopie viennent du port de Djibouti. Et donc, forcément, un pays comme l'Éthiopie ne va pas construire des murs et se fermer à tout le monde, tu vois. Et donc, voilà, il y a des intelligences économiques, la souveraineté du peuple, parce que la question de la politique, ça doit être aussi une question de choix du peuple. Donc, moi, il n'y a pas de bien ou de mal sur la
question de la gestion migratoire. Là où il y a un mal, c'est lorsque tu rafles des gens, que tu remplis des camions et que tu le laisses dans le désert. Bah oui. Oui, je suis vraiment d'accord. Je vais juste faire parler Cap Dieng, parce que j'ai des demandes qui sont montées d'un coup, mesdames. Cap Dieng, on t'a eu un échange avec Nastéo et Ena. Est-ce que je peux préciser une dernière chose avant de pouvoir te faire tourner je voulais compléter ta pensée de ce que tu viens Non, de mais dire. elles ont rejoint totalement ce que je disais, tout simplement. Mais moi, mettre des gens dans des camions, les jeter dans le désert, je le répète, j'ai mes deux oncles qui sont morts comme Bien ça. sûr. Donc, au final, De connaissance. voilà. Mais moi, je réfléchis, si je dois réfléchir en tant que chef d'État, et, parce que on a souvent les billets on parle avec le cœur, tout. Moi, des fois, je réfléchis froidement. Si je dois réfléchir en tant que chef d'État, je vais passer mon peuple en premier. Et bien évidemment que si mon pays est déjà pauvre et qu'il a déjà des galères, je vais fermer les frontières et je vais prendre des mesures pour que les gens ne rentrent pas, pour préserver mon peuple tout simplement. De la même manière que j'aimerais que les Français dégagent du Mali. Je suis d'origine du Sénégal, du Niger et du Mali. Là, je suis très content de voir que le Mali et le Niger dégagent la France et que le Sénégal va suivre dans pas très longtemps. Et au final, voilà. Sénégal, Au final, voilà. c'est une vision Sénégal, je suis un peu sceptique, mais ouais. Bon, sans Non, film migratoire, tout le monde est parti du triangle affaire côté Djibouti, Éthiopie. Hein, donc les gars, si mon peuple n'avait pas migré, on ne serait pas devant le live Instagram aujourd'hui. Hein, mais bon, je précise. Voilà. Mais en soi, voilà. Moi, ce que je dis, c'est que là, au final, moi, je me dis que la Tunisie a un système raciste systémique qui existe depuis très longtemps. Mais j'arrive à comprendre quand certains disent que voilà, on est déjà pauvre et qu'on ne peut pas forcément recevoir des personnes de façon irrégulière. Mais donc, Mais c'est pas. donc, Abdel, donc, ça veut dire que tu souscris à ce discours qu'on entend qui émane de l'extrême droite en France, comme ça, qui disent qu'on a déjà des problèmes, on donne de l'argent, on n'arrive pas à finir les fins de mois, donc ça pas l'immigration. Tu souscris à ce discours-là, Non, Abdel? c'est différent parce que l'extrême droite ment sur les chiffres et au final, les personnes qui arrivent en France produisent de la richesse. Qu'ils soient, voilà, Bah quand alors, ils sont mais oui, immigrés ou du coup, qu'est-ce les qu'on en immigrés sait produisent de la richesse. que les personnes qui pourraient arriver en Tunisie ne pourraient pas produire de la richesse aussi? Il C'est y, ce que je en veux a, dire. il y en a qui ont été Produire, s'il y en dans a. le désert, ils étaient en situation légale et ils travaillaient en Si, Tunisie. si. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, Il y en a bah qui oui, avaient des commerces, il y en a il y qui en avait produisent de la des richesse. gars. Il y en a qui payent leurs impôts, qui ont été sortis, les loyers ont été arrêtés, ils sont en prison aujourd'hui. Non, mais je vois ce que vous dire, mais pour moi, quand tu n'es pas autorisé à rentrer quelque part, bah, il y a une loi, au final. Moi, quand je vois des Français arriver, ou des Chinois piller chez moi, bah, je sais pas, au Sénégal, au Mali, au Niger, bah, quand je vois la France qui soustrait de l'uranium, parce que là, on s'offusque qu'on est content, au final, que la France dégage, mais de l'autre côté, on n'arrive pas à se mettre dans la peau des autres. C'est ça que j'ai du mal à Tu vis comprendre. où? Moi, je viens en France. Ok. C'est une question pour moi. En fait, est-ce Hum. que de la manière dont la France, elle est sur les territoires africains, c'est de la même manière que les immigrés sont dans les pays dans lesquels on parle là. Parce que j'ai l'impression qu'on veut les mettre au même poids, sur un même pied d'égalité, alors que c'est pas le cas. C'est des gens qui cherchent à traverser déjà de base. Même ceux qui sont dans l'illégalité, ils ne sont pas dans des bonnes conditions, ils ne sont pas en position de pouvoir de prendre quoi que ce soit sur le pays dans lequel ils essayent de passer. Et là, on veut les comparer à des personnes qui, c'est pas tant le peuple ghanéen, tu vois, c'est pas le peuple français qui dérange. Tu vois, les Français, par exemple, qui sont en Côte d'Ivoire ou les Français qui sont au Sénégal et tout ça, c'est pas eux qui dérangent. C'est les firmes, les machins, les multinationales qui sont en train de piller les ressources qui nous dérangent. Les militaires, les bases militaires, c'est ça qui dérange. Ça, c'est vraiment une question politique. On ne peut pas comparer une question politique de ressources économiques et tout à des personnes, à des vies humaines. En fait, ça n'a rien à voir. Si tu me Surtout que la parles de vie humaine, migration illégale, c'est un épiphénomène. La migration exactement. illégale. Et puis, Il y a plus quand de même, migration légale que de épiphénomène, migration illégale. je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Merci Nasséo. Épiphénomène, je suis pas sûr, par contre. Captain, en tout cas, merci pour tes commentaires. Je vais faire tourner parce que j'ai beaucoup de demandes. Je vais faire tourner Kaviang, en tout cas, enfin, je vais faire descendre plutôt que faire passer d'autres personnes qui veulent interagir avec nous. Merci Kaviang. Juste, alors Kaviang, je vais te demander un exercice qui est difficile te connaissant. Avant de descendre, est-ce que pour toi, la diaspora africaine, elles se sont concernées par le drame en Tunisie? Oui ou non, Kaviang? Très clair, simple, pas de longue phrase, oui ou non? Bah, déjà, pour moi, la diaspora africaine, elle n'existe pas. D'accord. Il y a une diaspora par pays, pour commencer. D'accord. Et si elles se sont concernées, oui, tout simplement parce que
Aujourd'hui, moi, j'envoie de l'argent à ma famille au pays. Tout le monde voit midi à sa porte. Donc, en fait, on raisonne en termes de diaspora africaine, de monde afro ou de communauté afro. Elle n'existe pas, cette communauté. Chacun voit midi à sa porte et a ses propres réalités en fonction de son pays d'origine. Ok, c'est clair, Kabdien. Merci beaucoup, Kabdien. Bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. Merci beaucoup. Et la Jeanne, je te laisse aussi poursuivre si tu as un mot, quelque chose, une réaction que tu voulais avoir. Je sais que tu sais que tu ne peux pas être présente lors du rassemblement. Et est-ce qu'au prochain, tu pourras, à ton avis, donner ta voix, de ton influence pour être utile ainsi? Bien sûr. Bien sûr, ce qui se passe, ça nous touche tous intrinsèquement. Franchement, ça nous, quand tu vois quelqu'un comme ça, moi, j'ai pas voulu partager les vidéos, par exemple, et tout, parce que pour moi, je trouve que c'est d'une violence. Et je pense que c'est pas tout le monde qui peut supporter ce genre de violence-là. Après, je peux comprendre la démarche de vouloir partager pour vous montrer que, regardez ce qui est en train de se passer, tout ça. Pour moi, c'est beaucoup. Je pense qu'il y a assez de personnes qui ont partagé et je veux pas rester que dans cet état de partage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin qu'on soit un peu plus dans l'action. Malheureusement, ça a l'air d'être un peu compliqué de nos jours parce qu'on a l'impression d'être dans l'action du fait qu'on partage sur Internet, du fait qu'on est actif sur Internet, du fait qu'on fait des débats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est important qu'on en parle parce que ça va nous permettre d'avoir des idées, de se structurer après. Mais je dis juste qu'après, dans la réalité, c'est dommage, ma mère, elle vient de partir, mais sinon, elle vous l'aurait dit. Dans la réalité, quand ma mère, elle va dans les manifs pour les sans-papiers, elle voit pas beaucoup de personnes comme nous être dans ce genre de manifestation-là. Quand ma mère, elle fait des manifs qui vont nous concerner. Je me rappelle une des manifs où elle est rentrée, elle a pleuré. C'était la manifestation, et je pense que Nasséo, tu connais cette loi qui devait passer. C'était pour que les personnes immigrantes de plus de 20 ans ou 30 ans puissent voter dans les mairies. Tu vois? Et elle est rentrée, elle m'a dit, il y avait que des blancs, on n'était pas beaucoup de noirs, et elle m'a crié dessus en mode, pourquoi t'es pas venu, t'es un enfant, t'es né ici, t'es un enfant d'ici, tu vas pas me permettre de pouvoir voter, et quand je vais te demander d'aller voter à ma place, souvent tu vas commencer à crier, tu vois ce que je veux dire, elle comprenait pas, tu vois ce que je veux dire, et pourtant je suis active, tu vois, Nasséo, elle le sait très bien, pourtant je suis active, mais tu vois là, je m'en suis voulu parce que je ne l'ai pas fait et c'est elle qui l'a fait à ma place. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je trouve que c'est dommage. On est assez. Après, chez chacun, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très compliqué de demander à tout le monde de devoir s'impliquer, de s'engager dans des causes qui ne les tiennent pas à cœur forcément, ou ils n'y voient pas vraiment d'intérêt, tu vois. Tu vois, des fois, je me dis, mais pourquoi on arrive à avoir de l'engouement pour l'outre-Atlantique, c'est-à-dire les États-Unis, là-bas, et pourquoi on n'arrive pas à avoir de l'engouement quand c'est nous? Je ne sais pas, je ne peux pas te poser la question. C'est la même chose quand quand c'est arrivé sur Paris, par exemple, quand il y a eu le truc pour les émeutes. Quand c'est sur Paris, pour Naël, direct, ça a soulevé c'est épidermique, genre c'est devenu vite viral. Quand c'est à la campagne, ça met plus de temps pour que nous, les gens à Paris, on puisse se réveiller. Peut-être qu'il y a un problème aussi de hiérarchisation, de comment on voit. Un problème aussi, on peut couper, c'est un problème aussi d'appartenance. Peut-être qu'au fond, certains n'assument peut-être pas que la réalité française va pas plus que la réalité africaine. Ça aussi, c'est une réalité qu'on ne veut pas assumer aussi, tu vois. Et c'est ça qui est malheureux parce que du coup, on n'assume pas qu'en fait, on vit en France et on a besoin d'améliorer nos conditions de vie en France. On n'assume pas jusqu'au bout. Donc, du coup, quand on va parler faut être engagé politiquement, faut faire ceci, cela, on va dire que non, c'est mort, c'est impossible. Mais du coup, quand il se passe les choses là-bas, par exemple, quand il y avait des conflits, par exemple, qui étaient vifs par rapport au Congo et tout ça, on relaye pas. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On se bat pas plus que ça. Pourtant, c'est toute l'année. Là, c'est parce qu'il y a une vidéo, ça va durer combien de temps? Là, c'est l'effet d'actualité, ok. On a eu la vidéo, ok. Quand il n'y aura plus de vidéo pendant 2 semaines, 3 semaines, on va nous parler de Kylie Jenner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un peu effet de mode. Voilà, c'est ça. Je comprends. Et Nathan, je te remercie beaucoup oui. En tout cas pour participer. Je vais faire tourner. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour mon dernier mot, Nastéo, courage à toi. Parce que vraiment, comme tu l'as dit, ça demande de l'humilité. Ne prends pas à cœur toutes les personnes qui vont essayer bon. Je le sais, mais je préfère te le dire, ça fait toujours plaisir, je pense.
voilà, ne prends pas à cœur les personnes qui ne voient pas ce que tu fais, qui te disent que surtout que ce que tu fais, ça sert à rien. Parce que ça sert, même si les gens ils voient pas le résultat tout de suite, ou même si toi-même tu vois pas le résultat tout de suite, des fois tu peux te sentir déçu de ce qui se passe et des retombées que tu aurais aimé avoir parce que tu penses que tout le monde pense comme nous, on aimerait bien penser. C'est pas facile, mais continue dans la voie dans laquelle tu es parce que voilà, chacun a sa mission de vie et ben moi j'en suis persuadée que c'est la tienne. Donc voilà. Merci beaucoup, merci. Mais tu sais, pour moi, cette mobilisation, ça a été une réussite. Hein. Moi, j'ai qu'un bilan positif. Hein. Ah bah oui. Moi, j'ai qu'un. Bah bien sûr. Voilà. Ouais. Merci Hénin pour ces belles paroles. En tout cas, beaucoup. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci Mago. Merci. Vu que j'ai dit, je te voyais très actif dans les commentaires, en train écrire ces fameux c'est faux, cher à toi dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui est faux et quelle est ta vérité que tu veux nous partager, vu que j'ai dit? On t'écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, comment ça s'appelle? Nathéo. Nastéo, oui. C'est ça, Nastéo. Oui. Je suis d'accord à 90%. Quand je disais que c'était faux, c'était par rapport à la partie politique. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites après, donc je me suis un peu perdu dans mes pensées, mais je vais essayer de resituer. Quand elle a parlé qu'il faut des actions politiques portées à l'Union européenne, etc. Oui. Donc, c'était là où j'étais pas trop d'accord sur ce sujet avec elle. D'accord. Tu veux que je reprenne comme ça te... Oui, si tu peux, brièvement, comme ça, je peux rebondir dessus. En fait, ce que je disais, c'est que quand on organisait la mobilisation, plus globalement l'action, c'est qu'à un moment, on s'est dit, qu'est-ce que nous, depuis ici, qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, faire un post sur les réseaux sociaux comme ça, franchement, ça sauve aucune vie. Ouais, ok, ça alerte, ça dit que j'ai donné un avis. Et aller crier devant l'ambassade de Tunisie, voilà, on n'a pas de levier. Qui sommes-nous en réalité? Inutile. Voilà, c'est inutile, tu vois. Et je me dis, manifester pour manifester, crier pour crier, franchement, je préfère continuer mes maraudes. Au moins là, je remplis un ventre, quoi. Inutile, ça, ils vont continuer ça. Voilà. Hein. Et donc, je n'avais aucune envie d'aller crier devant une ambassade d'un pays souverain qui, en réalité, fait ce qu'il veut. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est la vérité. Maintenant, on s'est dit, écoute, quel est le levier que nous, diaspora européenne, nous avons? Quel est l'unique levier que nous avons? Et si on devait créer un rapport de force et si on devait être utile vraiment pour quelque chose, ce serait quoi? Et bien, du coup, on s'est retourné sur l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qui se passe? En même temps, on écrit notre tribune. La première fois, il faut savoir, la tribune, on l'a dirigée vers les présidents de la CEDEAO. En disant, cher président, au bout d'un moment, sortez-vous le doigt du cul et allez chercher les gens, tu vois. Et là, on se dit, non, mais attends, parce que cette tribune aussi, même si on a eu les 500, 600 signatures, etc., qu'on fait partir, machin, rapport de force et la voix n'est pas assez puissante. Et là, on se dit, mais attends, on a une arme de ouf, en fait. On est des citoyens européens. Au moment où on sort la tribune, le 4 ou 5 ou 6 juillet, je ne sais plus, ici, il y a un accord et il donne je ne sais combien de millions à la Tunisie pour gérer, donc en gros, l'Union européenne, ceux des douanes, allez gérer votre question migratoire et en plus, je vous donne de l'argent pour ça. Et là, on se dit, mais attends, on va étudier l'accord qui vient d'être signé. On épluche l'accord et on voit qu'en fait, on te donne de l'argent pour faire ce que tu veux, mais tu gères les migrants. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent les aligner contre un mur et les fusiller, que l'argent aurait servi à y acheter les balles. Que c'était pareil. Il n'y avait pas de chapitre qui obligeait une gestion humaine et humanitaire. Il n'y avait pas de régulateur, de garde-fou, tu vois, genre je suis là, je jette quand même un coup d'œil pendant que tu dépenses, etc. Et là, je me dis, mais bordel, on est des citoyens européens. Cette institution, elle dépend de nous, en fait. C'est nous là. C'est nos impôts, c'est notre engagement, c'est nos élus, c'est du suffrage universel direct. Les élections européennes, c'est l'année prochaine. Hein. Faut garder en tête. Donc, si c'est pour faire encore 80% d'abstention l'année prochaine, sachez que tous ceux qui mettront pas le bon billet, je ne sais pas c'est lequel, hein, Dieu nous le dira, mais pour tous ceux qui mettront pas le bon billet, ils ont chargé une arme là-bas. Hein. C'est pareil. Nastéo, je t'arrête parce que je te connais, tu vas partir sur toute un récital et je dis, non, il n'y a pas de récital. Ce soir, vraiment, il n'y a pas de récital. C'est juste pour reprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé vers l'Union européenne par rapport à ce levier-là. Et sur quoi tu as vu que tu n'étais pas d'accord? Tu disais que politiquement, j'ai compris, tu disais que politiquement, ça ne sert à rien de s'envoyer politiquement parce qu'on est dans le pays des autres. On n'est pas dans le pays. Exactement. Parce que, en fait, le constat qu'on est en train de faire, que tu as fait, Nastéo, qu'on fait aussi, que Palabre fait, il faut le savoir que les instances politiques oscillent long.
Donc, s'ils n'ont pas agi malgré leur indépendance, je ne pense pas que ça soit nos recours, même si on vient en nombre ou pas, qui va faire bouger les choses. Non, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte que tu peux C'est pas, dans- on peut pas. Je vais finir. Attends juste, Elijah, attends juste, laisse terminer, parce que tout à l'heure, il écoute. J'ai pas Après, je te laisse la compris, parole. j'ai pas compris. Si Vas-y. tu peux reprendre, excuse-moi. Ouais. Dans le sens que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les instances que tu veux solliciter sont déjà au courant de cette situation. Donc, je ne pense pas que c'est en passant par leur propre voie que eux-mêmes ils ont créé, c'est-à-dire, comme tu as dit, de système de votation, etc., ça va changer quelque chose parce que c'est pas dans leur intérêt. C'est dans Non, ce sens-là mais c'est dans ce sens-là que je disais ça. l'histoire l'a prouvé un nombre incalculable de fois que lorsqu'une indignation était assez forte, qu'elle soit sur le terrain, sur le réseau ou que le rapport de force était favorable, ça obligeait des hommes politiques à faire marche arrière et ça obligeait même des gens à prendre position ouvertement. Là Tu peux me donner un où, tant exemple, qu'on s'il les te plaît? calculait pas, ils disaient rien. Tu peux me Tu vois? donner des exemples concrets, s'il te plaît? Bah, t'en as plein. Pourquoi Macron, il a galéré tellement longtemps avec sa loi de retraite et Non, il est fait passer en 49.3 parce que non, le pays il en peut. la cousine, Non, tu mais fais un Non, mauvais mais là, constat. Là, tu fais un mais mauvais il me constat. demande un exemple. Il me demande un exemple du rapport de force politique. Bah, c'est un exemple qui a pas marché puisque la loi elle est passée. Mais oui, parce qu'il s'est exactement. servi du 49.3 en réalité. Ouais. Non, 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 Ah non. non, lui, il te demande des faits Ben concrets, oui, des faits là où ça ma fait soeur, là, tu me reculer, parles d'un moi. cas, tu me parles d'un cas au final, la loi elle est passée, et de deux, c'est différent parce que là, tu parles d'un président de son propre pays. C'est là en fait où je veux en venir, et En où fait, en je fait, en reparlerai fait, de l'apparence. en Là, fait, tu veux que ça soit la diaspora, tu vois, c'est-à-dire quelque chose de antérieur au pays qui porte une voix au-delà de ça. Tu vois, ça n'a rien à Non, voir c'est avec pas ça Macron qui a que fait je parler de la dis. retraite. C'est pas ça que je dis. Je dis si déjà l'ensemble des gens qui se sentaient concernés, on pouvait créer un rapport de force pour ça. obliger à ce qu'ils rajoutent le chapitre qui va bien dans les accords, on a déjà parce qu'on peut rien faire directement. Tu vas envoyer de l'argent à qui? C'est quoi les solutions? Moi, il n'y a aucune asso à laquelle je fais confiance. Bah, J'appellerai pas après, moi, pour faire. j'appellerai pas à envoyer des dons. Je proposerai pas, je peux pas aller sur le terrain, les frontières elles sont fermées. Combien même je voulais ramener Moi, un pack d'eau, je sais pas le faire. bah, Donc aujourd'hui, je qui vais te a la répondre solution? simplement. Hein? Je vais te répondre simplement pour qu'on avance dans le débat. Moi, une solution que je vous proposerais, c'est Ouais. par exemple, comme tu as dit, les gens comme toi, les gens motivés, on met en place une structure viable et qui est capable d'accueillir les migrants et de les guider, etc. Mais C'est d'ici que tu fais ça, tu vas sauver qui? Ceux qui sont déjà en France ou ceux qui en manquent d'eau dans le désert? ben, ceux qui sont en manque d'eau dans le désert, peu importe, que ça soit de l'Est à l'Ouest. Déjà, je trouve que c'est une solution plus concrète qu'une solution de passer par les voies, etc. Mais dans tu un Mais le peux, constat, tu peux en envoyer à la Tunisie, là c'est fermé. constat, excusez-moi, le constat que vous faites là, c'est que c'est pas de l'Europe que ça va bouger. Il y a des nations en ce moment qui sont en train de se libérer d'une sorte de mainmise coloniale ou anciennement coloniale qui commence à bouger des choses. Mais ça peut pas venir de nous, en Europe, en regardant, en disant, mais vous laissez mourir nos cousines, nos tantes, nos sœurettes là-bas. Ça marchera. Quoi on attend non, que mais... les présidents ont Attends. fini avec la hype en cours et puis la hype Non. suivante, on ira sauver les gens. Attends, excuse-moi. Si tu me laisses aller jusqu'au bout de la réflexion, tu vas comprendre pourquoi ça ne peut que venir des nations dont les ressortissants sont en train de mourir dans les eaux territoriales. Ça peut pas venir de la France ni des États-Unis. Barack Obama, il l'a dit lui-même. Il a dit on s'offusque pour 5 personnes qui sont mortes dans l'océan et il y a 400 personnes qui viennent ou 700 personnes qui viennent de mourir et on n'en parle pas. Tu vois, même s'il a dit ça, un des hommes les plus puissants du monde, ça n'a tenu qu'une semaine. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Mali, toutes ces nations-là doivent se lever pour dire aux frères arabes, parce que c'est pas tous les Arabes qui pensent qu'il faut laisser les gens mourir dans le désert. Nous, on a grandi avec des Arabes, on a été mangés chez leur mère, tout ça. Ils pensent pas comme ça. C'est pas tous les Arabes qui pensent comme ça. Mais il y a un moment donné. Attends, excuse-moi, Elijah, là, c'est pas le problème des Arabes en individualité. Le problème n'est pas individuel, le problème de l'État. Moi, quand j'ai parlé d'Arabes, je parle des nations. C'est pas parce que faut voir le problème bien plus profond que ça. Les Occidentaux, ils ont tellement divisé les Africains qu'aujourd'hui, le Tunisien, il essaye de s'en sortir. L'Algérien, il essaye de s'en sortir. Le Marocain, il essaye de s'en sortir. Mais le Sénégalais, il essaye de s'en sortir aussi. Donc, chacun va essayer de tirer son épingle du jeu au détriment de l'autre. C'est comme ça qu'on fait pour affaiblir un continent qui est un des continents les plus puissants du monde en parlant de ressources et de démographie.
Ouais, mais Elia, tu veux dire quoi Ouais, par mais là? du coup, nous, on attend T'as que peu le les États discours. agissent. Nous, Non, ici, depuis la France, on fait rien, on continue de Non, regarder. non, On je regarde. comprends ce que tu veux dire, Nasto. non, Je pense que j'ai pas dit qu'il fallait rien faire, mais j'ai dit que Excusez-moi, on n'arrive plus à vous entendre, vous parlez tous les uns je- sur les autres. Elijah, juste la question, c'est que quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire au fond? Que c'est normal non. qu'il y ait cet acte de barbarie là qu'on a pu Mais- voir? Qu'est-ce que Non, tu veux mais dire? non, mais non, mais non. C'est ça. Jamais je vais pouvoir dire que c'est normal. D'accord. Il y a des comportements qui relèvent du nazisme et ça, faut les combattre. Il n'y a pas de souci. Mais D'accord. en l'occurrence, la première personne qui doit agir, le président du Nigeria, quand il voit des ressortissants nigériens qui n'arrivent Oui, pas à passer et qui ne s'offusquent pas, ça devient n'importe quoi. exactement. Et Ça comment devient tu n'importe l'obliges quoi. à faire quelque chose? Non, mais tu C'est peux pas l'obliger. alors, Normalement, alors, alors, c'est ce qu'il doit faire. C'est pas une obligation. alors là, si Frangin, elle a raison. Il est obligé d'agir parce que le président d'une nation, il est le gardien souverain de son peuple. Non, j'ai pas dit qu'il est pas obligé. J'ai dit, normalement, t'es pas censé de l'obliger à le Ah faire. si, Ça doit le faire naturellement. Si, non. Par exemple, des ressortissants français qui sont dans des galères dans d'autres pays, si le président il fait rien, il y a des gens qui montent au créneau. Et là, ça bouge. Bah, Mais là, dans là, nos... on est en train Justement, de c'est pas le monter cas de la au créneau France sur ce qui qui le nous font. regarde. Oui, mais oui, mais ce que je veux te non, ce que je veux te dire, c'est que on monte pas au créneau envers l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Bah, nous? C'est c'est ça eux que qui je ont dis. donné l'argent. Non, ils ont donné l'argent à la Tunisie pour que la Tunisie ferme les frontières. Ça n'a rien à voir. Mais c'est avec cet argent qu'ils sont en train d'utiliser et que ça a légitimé. Mais Bien sûr que ça a mais tout à voir. Les Européens ne veulent pas voir tes cousins, nos cousins, nos cousines. T'as capté la cousine? Ok, écoute. Bon, Écoute. donc à partir de là, Là, il y a une équation. où l'Union Ah, européenne Nastéo, t'as a bugué? donné des Qui subventions vient de au m'appeler. Maroc, à partir du moment où la communauté européenne a donné des subventions au Maroc, Tunisie, Algérie pour fermer les frontières, il est normal que nous, on ne se retourne pas vers l'Europe, mais qu'on se retourne vers nos propres nations et qu'on dise, mais attendez, mais regardez, cette hypocrisie, elle est totale. Parce que quand la Russie, demain, elle va attaquer l'Union européenne, ils vont se retourner vers qui encore? C'est pas nos oncles et nos tantes qui vont encore aller là-bas pour les sauver? Ah, ben Alors, donc, juste, monsieur, moi j'ai une question à poser à Nastéo, parce que je comprends qu'à travers ce que vous dites, j'essaie de faire votre ventriloque en fait, Nastéo, ils ont l'impression que ce type d'action, ils disent pas que ça n'a pas de sens, mais elle aurait peut-être beaucoup plus de sens si on pouvait le mettre, si elle pouvait avoir un impact dans les pays dont sont originaires ces personnes-là qui immigrent. Tu vois, tout par à fait, exemple, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, tout à fait. Regarde, je prends un exemple concret. et qu'en Avec gros, quel l'Union levier? européenne a tout Avec quel intérêt. levier? Mais c'est justement, c'est très intéressant ce que tu demandes avec quel levier. Par exemple, le Mali, à un moment donné, avant qu'il sorte du joug de la France, le président du Mali était venu dire à la France que faut pas croire que l'État français, les subventions que l'État français donne, est plus important que l'argent que les Maliens en France envoient au pays. Ça représentait un tiers de la somme de l'argent qui revenait au pays. Donc, le président malien, à ce moment-là, il a envoyé un électrochoc, mais ça n'a pas touché tout le monde. Nous-mêmes qui sommes là, originaires de nos pays là-bas, quand on vous dit venez investir chez vous, c'est pas simplement que ils veulent jouer avec votre argent, c'est que ça nous légitime un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est de dire attention, nous on demande des comptes à notre président de notre pays d'origine parce que actuellement il y a des ressortissants de chez nous qui sont en train de crever là-bas. Ok. Bah, Je peux je poser prends un une exemple. Juste, Je vas-y, peux Nastéo, pose ta poser question. une seule et unique Oui, bien question. Une seule et sûr. unique. Vous avez une idée de solution. Qu'est-ce que vous attendez pour la mettre en œuvre? Mais C'est bon. ça commence à bouger, cousine, parce que si tu regardes un petit peu. Les migrants qui meurent aujourd'hui, pas de la solution économique de la diaspora et de l'envoi de l'argent. Mais le problème, c'est que Moi, tu crois que ça va pas se régler avec de l'argent? Je peux Bah répondre. non, mais c'est... C'est pas la question. Mais crois pas. En fait, pose, ne Elisa. retourne pas la question. Je veux juste... Regarde, Mais moi ça- j'ai ça- eu ça une ne idée. peut- Regarde, je vais Ouais. juste te dire pourquoi je te pose ma question. Moi Moi, j'ai je eu te une réponds idée. clairement. Bonne ou pas bonne, j'ai eu une idée. Je suis allée au bout de l'idée. Très bien. Vous avez une idée qui peut sauver des vies, qui peut me permettre d'envoyer un pack d'eau et sauver des gens? Mettez-la en œuvre, je vous suis. Vujezif, tu le réponds très clairement. On t'écoute, Vujezif. Oui, donc, tu nous as dit qu'est-ce qui nous manquait. Voilà, clairement, par rapport à l'idée que j'essaie de développer, ce qui manque, c'est le financement. Ben voilà, C'est donc l'argent. c'est l'argent, Bah, c'est ouvrez l'argent. une cagnotte, on vous suit. Ça Non, fait mais un ça- mois que les gens ils meurent. Ça fait un mois que les vidéos ils tournent.
excuse-moi, il y a des gens qui mouraient en Chine Je là-bas. suis d'accord C'est pas les aussi cagnottes, avec. c'est pas les cagnottes qui Non, mais les c'est ont vous sauvés qui seulement. proposez. Non, non, Je Non, suis contre les je suis cagnottes. d'accord. Je suis Moi, je d'accord suis avec ta contre les réponse, cagnottes. Nastéo. Tu as tout à fait raison. Ça fait partie d'une tu- démarche concrète qui tout à fait. aboutit à l'idée que je veux. Je suis d'accord avec ta réponse. Maintenant, moi je dis que ça c'est comme si je pouvais répondre la même chose que toi, ça serait de dire bien évidemment, ça c'est notre part. On va faire notre part. Envoyer de l'argent au bled ou envoyer de l'argent sur des cagnottes pour essayer de dire à des personnes, tenez, ça c'est pas le chemin à prendre. Non, Là-bas il y a que la non, c'est mort, pas il ce y a qu'elle pas de a dit. souci. C'est pas ce qu'elle Non a mais dit. non parce que C'est pas la finalité c'est ce que quoi? j'ai dit, hein. Non mais une fois qu'on va Absolument envoyer de pas. l'argent, une fois qu'on va envoyer de l'argent, c'est pour leur donner à boire, à manger, mais c'est aussi pour leur dire que attention, c'est la mort là-bas. Non, 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 on n'a pas dit de l'argent C'est pour pas ce envoyer que de j'ai dit, l'argent. hein. Non, C'est non, c'est Mais pas ce qu'elle a absolument dit. pas. donc Moi, ce que j'ai dit, je vais répéter, et je vais le répéter avec des phrases simples. C'est vraiment ce que j'ai dit. J'ai dit, vous critiquez mon idée, mais ah non. je la mets en œuvre depuis le premier jour où les premières vidéos sont sorties. Eh ben, Avec ce cap que le seul levier qui était observable pour moi est le levier européen de l'argent qui a été donné de ma poche. Je suis une citoyenne européenne. L'Europe Oui. aujourd'hui vit avec ce qui sort de ma poche. c'est cohérent? Donc, j'estime que ce qui sort de ma poche, mettez des garde-fous pour que ces gens ne meurent pas. Ça Et s'appelle des comptes à rendre. l'Union européenne à sortir un communiqué et de condamner, ce qu'elle n'a toujours pas fait. Ça Vous s'appelle arrivez ce soir, juste je finis, vous arrivez ce soir avec de nouvelles solutions. Je ne les prends pas comme des critiques, je les prends comme quelque chose de positif en vous disant, est-ce que demain, les idées que vous avez, vous allez les mettre en œuvre, que je puisse me rallier à vos idées. Alors moi, ce que je voulais te dire, c'était que la première partie dont tu dis, c'est d'aller à l'Union européenne et questionner sur comment ça se fait que le fonds public ont servi à financer des nations qui finalement laissent mourir dans le désert des migrants. En gros, c'est ça. Mais ça, c'est une question qu'on peut déjà traiter dans les urnes ici en Europe en tant que citoyen européen. Ça veut dire voter. C'est pas une question vraiment financière. Moi, pour la partie financière, je le dis encore une fois, c'est qu'on est obligé d'envoyer un financement, quelle que soit la méthode, mais un financement qui va forcément faire réagir les présidents des nations souveraines qui sont concernés par leurs ressortissants qui sont en train de mourir. Parce que la France, les États-Unis, l'Angleterre et les autres nations, même si elles sont européennes, elles n'ont pas vocation à aller secourir des ressortissants qui ne sont pas les leurs. Ben, en tout cas, monsieur, on a bien compris que j'étais pas forcément d'accord sur vous êtes d'accord sur le fond, peut-être pas sur la pratique. Ça, on avait pu comprendre. Est-ce que vous avez un dernier mot assez bref pour que je puisse tout doucement aller en conclusion de ce live, messieurs? Je commence par toi, vu que j'ai dit qui est monté en premier. Est-ce que tu peux nous conclure avec une conclusion à faire, quelque chose à nous Oui, dire avant pour continuer les propos de ce qu'elle a dit, moi, si tu veux, il n'y a pas de souci. On peut essayer de monter une cagnotte et après, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place de quelque chose de concret par rapport à ça pour aider les migrants, comme tu as dit, dans les médias. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Super, super, bonne initiative. Si en tout cas de ce live, cette initiative elle part, je serai un des plus heureux en tout cas. Merci Végéti pour ce dernier mot, pour ce commentaire. Je vais t'essayer de descendre pour que je puisse Il n'y a pas de donner souci, la parole merci à vous, passez une Edija bonne et la soirée. Abonnés. Merci Végéti pour ta présence, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Edija, on t'écoute pour. Mais moi, si je pouvais juste vous influencer sur le fait que j'aimerais bien que les stars d'Internet ou de la télé, comme Rokhaya Diallo, des personnalités importantes comme Kylian Mbappé, des gens comme ça, ils puissent enfin se tourner vers ce type de communication et demander à ce qu'on débloque des fonds. C'est aussi simple que ça, parce que là, J'ai beaucoup à dire sur eux. Mais... non mais franchement, cousine, moi je comprends la frustration et même l'envie de dire mais les gars. Absolument pas. Franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que la frustration m'anime pas du tout, c'est la réalité qui m'anime. Non, attention. Ce n'est pas péjoratif ce que je voulais dire. Ah non, c'est pas du tout. Franchement, il y a des personnes qui nous écoutent qui sont légitimement frustrées de voir que des personnalités aussi importantes qu'elles ne se mobilisent pas en ce moment pour cette situation. C'est plus dans ce sens-là que je voulais le dire.
Non, non, au contraire. En fait, Mais je vais te donner un élément de réflexion. C'est pas du tout un élément de réponse, mais un élément de réflexion que moi-même, en fait, je l'ai pris avec beaucoup de critiques dans ma tête. Enfin, quand je dis critique, c'est de permettre d'alimenter la réflexion. Tu sais, quand il y a eu la cagnotte du policier, la cagnotte de la famille de Naël, oh, oui. c'est joué quelque chose de hyper important politiquement. C'était celle de deux mondes qui s'affrontaient. D'ailleurs, les médias le disaient, celle de deux France qui s'affrontaient. Et en fait, on avait cette France conservatrice, blanche, qui montait au créneau, qui faisait monter la cagnotte. Et on parlait de la cagnotte de la honte, etc. Et ensuite, il y avait l'autre cagnotte, celle de la famille de Naël, qui, quelque part, était et pouvait devenir l'étendard de la cagnotte du combat contre le racisme systémique. Et en fait, qu'est-ce qui s'est affronté? On a montré notre faiblesse lorsque ces deux cagnottes se sont affrontées. Oui, bien sûr. Parce qu'on aurait pu avoir des Omar Sy, des Kylian Mbappé, des X, des Y qui vont dire vas-y, moi je mets 1 million. Les gars, on va vous en montrer qu'on en a une grosse et on va mettre, et la cagnotte, on va la transformer à 10 millions. Ça n'allait pas être la cagnotte de la famille Naël, ça allait être la cagnotte de cette diaspora, de cette population qui allait dire vous savez quoi, votre racisme systémique, on en a une plus grosse que vous. Et cette cagnotte-là, pour moi, la cagnotte de la honte n'a pas été la cagnotte du policier. Pour moi, ça a été la cagnotte de la famille Naël. Mais ça me fait violence de dire Mais ça. je sais pourquoi tu dis ça. Je sais pourquoi tu dis ça. Ça me fait mal de dire ça, mais parce que je le dis et vraiment parce que on aurait pu marquer l'histoire avec cette cagnotte, avoir une grosse tête. Pour Naël, si on avait mis des millions de dollars, ils allaient dire que c'est nous, les étrangers, on veut remplacer les Français, tout ça. Non, c'est trop. Ils auraient dit ce qu'ils voulaient, mais on l'aurait fait. Aujourd'hui, ils disent ce qu'ils veulent et on ne l'a pas fait. Exactement. Non, en fait, moi, j'ai deux lectures sur ça. Je partage en partie ton avis, mais je suis aussi plus mesuré. Pourquoi? Naël, c'est horrible ce qui s'est passé. D'ailleurs, on en a parlé il y a pas longtemps dans un live. C'était horrible. Mais la cagnotte des policiers, pour moi, c'est eux qui ont honte. C'est eux qui ont honte. Il y a une vidéo qui démontre par A plus B que quelqu'un assassine quelqu'un, mais quand même, on va donner des 1 million d'euros à sa femme pour qu'elle puisse payer les factures. Autrement, pourquoi on n'est pas capable de donner 1 million dans l'autre sens? C'est pas, pourquoi? Parce que franchement, honnêtement, avec la vidéo, qui peut contester ce qu'on a tous vu? Mais personne. Ça, je parle de deux choses différentes. Non, je te dis simplement ce qui s'est passé, tout ça, on s'est battu. Oui, mais ça fait partie du fait que je vois pas pourquoi. Moi, je l'entends, hein, je vois pas pourquoi on devrait mettre plus d'argent que ces gens-là, alors qu'en vérité, il y a une vidéo qui les discrédite. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'était pas là à ce moment-là. Mais parce que faut pas aller sur leur terrain systématiquement. Non, pas du tout. On avait déjà gagné. Moi, c'est mon avis. Moi, c'est mon avis. Mais j'ai entendu ce que tu as dit. Je te dis que financièrement, c'était pas non plus nécessaire d'aller mettre des fonds là-dedans parce qu'on avait déjà gagné. La réponse à ta question. Mais tu as gagné quoi quand Darmanin est reconduit comme ministre? Tu as gagné quoi quand les LBD tombent toujours dans les banlieues? Attends. Tu as gagné quoi quand la police est toujours aussi raciste? Excuse-moi, on sera pas d'accord sur ça parce que moi je suis pas là pour dire tel ministre ça fonctionne pas, c'est pas mes compétences. Mais ce que je voulais te dire pour répondre à ta question, c'est que dernièrement, encore une fois, il y a eu deux France qui se sont affrontées avec une vidéo, avec des images d'un jeune homme qui s'est fait arracher la moitié du crâne et les policiers ont encore manifesté, soutenus par cette deuxième France qui a monté la cagnotte. Mais même, ils étaient forcés de constater que arrêtez de manifester. On a tous vu le crâne du jeune homme. On ne peut pas dire qu'il y avait un problème. C'était excessif. Donc, on a déjà gagné ce combat-là. C'est trop tard, comme dit Omar Sy. Là où on doit continuer notre combat, encore une fois, je reviens sur le sujet. C'est-à-dire, financièrement, l'argent que nous, on peut développer, on doit le développer en direction de nos nations d'origine. On a bien compris, en tout cas, ton avis. Il n'y a que dans ce type de chemin-là qu'on pourra y arriver. C'est ce que les Américains y font. En ce moment, ils sont en train d'investir dans leur pays d'origine.
Merci beaucoup, Déjà. Il est Merci. 20 minuit. Merci. Je vais libérer Nastéo, parce que ça fait 2 heures qu'on enlève ensemble. C'est un exercice qui peut être assez C'est un fatigant. plaisir. Merci à vous pour ça. D'avoir monté partager ton avis. Merci à toi. Merci. Je te laisse descendre. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci à toi aussi, Déjà. Merci beaucoup. Yes. Tac, 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 tac. Stop. Nastéo, Ouais. merci beaucoup pour ce live, pour Merci ces échanges. Tu as vu à que toi. ça Merci. n'a pas changé. On n'est toujours pas d'accord de ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça se fait avec de la bienveillance et de sourire. Et c'est top. Moi, en tout cas, je tenais à deux endroits te féliciter, te remercier en tant que responsable de Palabre, parce que du coup, on fait des images qui permettent de montrer qu'une jeunesse africaine est consciente. Et à titre personnel, ça montre aussi que par moment, j'ai peut-être un peu la tête dans le guidon entre mon travail et les enfants, et que finalement, cette partie des migrants montre qu'en tout cas, il faut que je sois un peu plus investi dedans. En tout cas, ça a réveillé en moi ce côté militant qui se perd un peu. En tout cas, je te remercie d'avoir réveillé ça en moi. En tout cas, c'est hyper important, et j'invite tout le monde à pouvoir aussi montrer que, faut pas montrer, en tout cas, aider, tout simplement. On n'a rien à montrer à prouver aux gens, c'est aider, c'est faire un peu preuve d'altruisme. Je suis pas un adepte des leçons de morale, en tout cas, c'est pas le but, mais simplement, j'appelle à l'altruisme parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment délaissées pour compte, et c'est un peu compliqué. Je pense que il faut aussi pouvoir aider les gens à ce niveau-là. Moi, en tout cas, Nastéo, merci de ton temps, merci pour ce live, pour ta disponibilité. Tu peux déjà nous dire quand aura lieu le prochain rassemblement, ou tu n'as pas encore les dates Alors, en fait, c'est très simple. Je cherche encore un moyen Pour l'instant, j'ai que cette idée-là qui est l'Union européenne. Je ne sais pas pourquoi je fais une fixette dessus, mais s'il y a d'autres idées meilleures, moi, je suis prête à donner de la force. Mais parce que là, pour l'instant, je cherche comment créer le rapport de force parce qu'il ne m'est pas favorable, il faut être très honnête. Voilà, mais je lâche rien. Et je pense que si Dieu l'a prévu ainsi, je pense qu'on va y arriver. Par contre, je suis convaincue d'une chose, c'est que se joue un tournant de notre humanité, et que là, il faut qu'on passe une nouvelle phase de cette conscientisation, qui est de réassocier les hommes et les terres. Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, on survend l'Afrique, les territoires, les frontières, les machins, les trucs. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui y vivent, et il y a des réalités qui y vivent. Et le temps que vous essayez de comprendre ces réalités-là, vous oubliez qu'avec vos réalités d'ici, diaspora, avec vos réalités d'ici, vous avez de véritables leviers. Et ces leviers-là, elles sont par plein de biais. Il y a une personne là qui disait dans le live tout à l'heure, il y a les leviers économiques, il y a les leviers politiques, il y a énormément de leviers, mais qui sont possibles depuis ici. Alors du coup, mon simple avis aujourd'hui, pour l'instant, je ne peux pas te donner de next step, parce que j'essaie de trouver comment je peux déjà transformer et lever ce qui est en cours. Mais ce qui est certain, c'est que si on laisse passer cet épisode, si on cautionne celui-là, tout ce qui va arriver là, tout ce qui va arriver, ce sera bien pire, mais vraiment bien pire. Et je le dis pas comme quelqu'un de pessimiste ou de machin, je le dis vraiment avec une réalité des plateaux mouvants migratoires, et de cette boîte de Pandore qui est la question du racisme dans la question migratoire, parce que la question migratoire est bien plus large que ça. Mais voilà, retrouvons notre humanité, notre réelle humanité africaine, vraiment, et ne regardons plus les Noirs juste mourir comme un fait divers. Ce sont des très belles paroles et un très bel éveil, un rappel à l'éveil, à la conscience qui vibre jusqu'au micro de Palabre et dans mes oreilles. Merci encore une fois, Nastéo. Merci pour tout le boulot que tu fais. Bonne soirée, merci à toi et bon courage dans ce que tu fais. Et je te dis pas publiquement, mais tu sais toi-même que tu sais que tu sais. Donc, je ne dirai pas plus. Merci. En tout cas, s'il y a besoin de main, pas besoin de le faire publiquement. Mais en tout cas, je serai là à titre personnel pour pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice, que c'est important. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci. Les amis, merci à vous d'avoir suivi ce live. En tout cas, je vous invite en masse à vous abonner à la page qui est formidable. En tout cas, ce serait super de pouvoir vous abonner à sa page. Merci à vous d'avoir suivi ce live. En tout cas, les lives reprennent le lundi. Ce sont des live podcasts qui sont enregistrés en direct
sur Instagram et diffusé sur toutes nos plateformes de streaming. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à vous d'être abonné à Palabre. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre bienveillance. En tout cas, gros cœur sur vous parce que vous étiez présents pendant 2 heures. Ce sont des lives qui sont un peu plus, pas dire techniques, mais politiques. Et c'est important aussi de pouvoir parler politique et de rester conscientisé. Dans l'intervalle, nos vidéos sont toujours disponibles sur notre page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager en masse. Et quant à moi, avant de mourir, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt sous le baobab. Ciao les amis, bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir.